On est à Mende, donc 300 km au sud du centre de la France, à peu près, c'est ce qu'on a dit. À ma gauche, il y a une jeune femme qui nous a accueillis hier ici. Je connais que vous. Elle s'appelle Betty Biederman. Vous avez un très beau nom. Et donc, vous êtes quoi dans ce musée magnifique, le musée du Gévaudan, ici à Mende? Ah ouais, je suis chargée de public et de la communication. Ben voilà, c'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Donc, par qui je commence? Parce qu'en fait, vous allez me dire qui sont les gens qui sont là. Il y a le petit de 26 ans, là. Il va faire une belle carrière, non? Qu'est-ce qu'il fait? Grégoire Léluin, lui, il est administrateur territorial, donc cadre dans la fonction publique. Vous avez à sa droite Monsieur Laurent Suot, le maire de Mende. À sa gauche, vous avez la secrétaire du comité des fêtes de la ville de Mende. Vous avez Madame Minette Renel, qui est élue au commerce et au patrimoine et au centre-ville. Vous avez Monsieur Robin, qui est élu à la démocratie participative, entre autres. Le grand solide. Voilà, le grand solide. Ouais, il est pas mal, lui. C'est très sympa. Et à gauche, le monsieur avec le pantalon un peu Jean Chic. Ah, le pantalon saumon et la belle chemise bleue, c'est Monsieur Jean-Marc Chevalier, président de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère. Donc c'est le plus bavard, on m'a dit hier. Oui. On m'a dit avec celui-là, tu fais 2 heures. Et alors, à droite, le monsieur, c'est le maire? Oui. Normalement, on commence par le maire. Ça serait bien. Ouais, mais on peut ne pas commencer par le maire, justement. Ah bah, quand même. Bon, monsieur le maire, venez, parce que vous êtes le maire, donc tu vois, on en est toujours là quand même, tu te rends compte? Merci Betty, vous restez là, hein. Vous restez là. Monsieur le maire, Pierre Bonte, il a fait ça avant moi. Pierre, il est encore plus vieux que moi. Asseyez-vous. Moi, je n'ai jamais fait de la radio comme ça, assis à l'extérieur, on va dire, assis à une table. C'est vraiment, ou alors dans un bistrot. Le micro, si vous voulez, vous le tenez comme ça, c'est plus facile. Vous êtes maire depuis combien de temps? 7 ans. J'ai été élu, j'ai remplacé Alain Bertrand au mois de mai 2016. Ah, parce que des fois, les maires, quand ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandats, après, ils se relâchent. Moi, j'étais pas du tout fait pour faire de la politique au départ. Ça m'est tombé un peu dessus par hasard. Et donc, j'ai accepté la mission. Et depuis, j'essaye de relever le gant pour tenir le coup avec une belle équipe quand même avec moi. Qu'est-ce que vous faisiez? Moi, je travaillais à la Fédération de pêche. Non. Pendant 30 ans. Si, j'ai été pêcheur pendant 30 ans. Ah, vous pêchiez quoi et comment? Et ici, on pêche la truite. À la mouche? Ici, il y a beaucoup à la mouche ou au toc ou au leurre ou au toc, à la nymphe. Voilà, on peut pêcher différentes techniques. On peut pêcher à la nymphe aussi. Ouais. Alors la Lozère, c'est un super département pour la pêche en rivière et pour la pêche de la truite particulièrement, parce qu'on est un département dit des sources, donc on a plusieurs bassins hydrographiques. La Lozère donne de l'eau à trois grands bassins versants français, le Rhône, la Loire et la Garonne. Donc avec une ligne de partage des eaux à la pierre plantée qui est juste à quelques encablures de Mende. Et donc de cette ligne de partage des eaux, suivant l'eau, la pluie où elle tombe, elle peut aller aussi bien dans le Rhône que dans la Loire ou que dans la Garonne. Donc c'est un pays des sources, donc c'est un pays où il y a de la qualité, l'eau est de qualité encore, de bonne qualité, fraîche. Oh, vous avez de la chance. Et donc ça nous fait des rivières poissonneuses. Et sur les rivières, il n'y a pas de porcherie, de trucs comme ça? Non. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur les rivières après la première loi pêche de 1984 et puis après les lois sur l'eau de 92 et de 2007 quand même. Il y a beaucoup, on dit en France qu'on n'en fait jamais assez pour l'environnement. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont quand même terriblement progressé et dans le bon sens, quoi. Il faut toujours en faire plus. Mais de ce point de vue-là, quand même, moi j'ai constaté, pour y avoir travaillé avant la loi pêche de 84 et puis après, l'évolution, quoi. Avant 84, n'importe qui pouvait faire n'importe quoi dans une rivière. Ouais. Et après cette loi pêche de 84, quand même, les choses ont évolué favorablement. Ah bah, mais souvent, c'est plus facile de dire du mal des choses que de dire ce qui va bien. Non, c'est vrai. Et mais ça, c'est intéressant alors que vous soyez pêcheur. Les truites, qu'est-ce que vous avez comme truite ici? Vous avez Fario, la belle? Ouais, Fario. Alors c'est pas forcément de la très grosse truite ici, puisque quand même on est dans les pays des sources, on est au pays des sources. Donc sur une grande partie du territoire, comme on est sur du schiste ou sur du granit, ouais. L'évolution des truites, le grossissement des truites se fait plus difficilement parce que les températures d'hiver, on est un peu à l'altitude, les températures d'hiver sont plus froides et
il n'y a pas une grande macrofaune dans les rivières, il n'y a pas beaucoup de nourriture, il y a moins à manger en milieu granitique ou schisteux. D'accord. Et donc on a des petites truites, mais c'est souvent des vraies truites sauvages, quoi, de qualité. Et après sur le calcaire, par contre, quand on descend dans la vallée du Lot ou dans la vallée du Tarn, là, les truites sont plus généreuses. Plus grosses. Ouais. Et vous les remettez à l'eau? Alors beaucoup de pêcheurs maintenant, oui. Ouais, c'est bien. Ça a évolué dans ce sens-là depuis longtemps. En fait, on a compensé sur les 30 dernières années tous les pêcheurs qui voulaient prendre du poisson pour le consommer. On les envoie sur les lacs maintenant. Il y a beaucoup de lâchers sur les lacs qu'on a sur le département, donc de truites d'élevage à ce moment-là. Et les puristes vont plutôt en rivière. Voilà. Donc il n'y a pas trop de ferrailleurs, il n'y a pas trop de cuillères, ils pêchent pas trop. Non, ça c'était il y a 30 ou 40 ans, maintenant ça a évolué quand même. Ça a changé, bien. Et vous vous rappelez de la marque qui s'appelait MEPS, M-E-P-P-E-S? Oui. Moi ma femme avait un grand-père j'ai récupéré les boîtes de pêche. J'ai récupéré les boîtes à pêche en bois qu'il avait faites et tout, lui il pêchait au vif, du côté de Lyon. Donc au vif, plombé, tout, donc j'ai des cannes en bambou, il y en est plein et tout. Oui. Et puis je vous raconte ça quand même, puisque vous êtes pêcheur, entre pêcheurs on se raconte des histoires. Dans l'une des boîtes à pêche du grand-père Balu, je les ai vidés, nettoyés, propres, j'ai tout remis en pensant à lui, c'est un vrai pêcheur. Et puis il y avait une petite boîte, vous savez les petites boîtes en buis dans lesquelles on met les 3 branches, les petits hameçons 3 branches. Donc je dévisse la boîte, c'était lourd, il y avait 3 louis d'or. Ah oui. C'est top. Donc c'est un joli cadeau. Ouais. Et c'est sûr que dans sa tête, il a dit, si quelqu'un s'occupe des... Donc c'est touchant. Alors vous savez que peut-être le Lozérien qui est le plus connu au monde, il s'appelle Jean-Louis Poirot, il est décédé malheureusement, mais c'était un monteur de mouches. Et donc il avait une reconnaissance internationale. Il a toujours cette reconnaissance puisqu'elle lui a survécu et donc les gens s'achètent et s'échangent les mouches Poirot. Alors elles sont comment, c'est du poil ou de la plume? C'est les deux. Les deux? Les deux, ouais. Du poil et de la plume. Et donc il avait un savoir-faire. C'était un pêcheur hors pair. Bon, il picolait un peu trop, peut-être, mais... Ah ben oui, il faut le pêcheur. Voilà. Une fois que la partie de pêche était terminée... mais ouais, il a pas eu peut-être de son vivant la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. Ah ouais. Mais c'est marrant parce qu'un jour, moi, j'avais dit à la radio ou à la télé, je me rappelle pas, que les gens qui me prennent pour Gérard Klein, en fait, le mec de la télé, ils me disaient alors qu'est-ce que vous faites, Gérard Klein? Je dis je pêche à la mouche. Et à l'époque, il y avait Omar, et Fred. Ouais. Ils faisaient la rubrique vachement marrante, quoi. Oui. Et donc, l'un des deux disait à Omar, Gérard Klein, il pêche à la mouche. Et Omar, il a dit, oh, mon pauvre Gérard. Mais dans leur tête, à ces gens-là, pêcher à la mouche, eux, ils voient une mouche. Mais il faut leur expliquer que c'est pas une mouche. Derrière, c'était pour attraper expliquez-leur. Mais oui, ils croient que c'est une mouche. Bzzz, tu vois. Non. Donc c'est assez marrant parce que la culture, en fait, entre guillemets, la culture, c'est vaste, quoi. Ça peut être ça aussi. C'est toutes les clivages ou les différences qu'il y a entre les gens des villes et les gens des campagnes, quoi. Je pense que les gens des villes, qui habitent en ville, qui sont nés en ville, ont du mal à apprécier nos activités, nos cultures et nos pratiques dans les campagnes. Et ça, c'est fortement regrettable. Et donc, ils ont des préjugés parfois sur les activités qui peuvent se dérouler à la campagne, souvent à tort. Ouais. Parce que les pêcheurs, les chasseurs, les agriculteurs sont les premiers, les personnes qui entretiennent la campagne, qui dénoncent quand il y a quelque chose qui ne va pas. Les pêcheurs, ils vont dénoncer quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une rivière ou dans un lac pour justement corriger le tir et que ils puissent continuer de la meilleure des façons leur activité de pêche, par exemple. Les chasseurs, c'est pareil. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, mais ce qui est bien, c'est d'en parler parce qu'en fait, encore une fois, c'est facile de dire de mal des choses en disant, en mettant tout le monde dans le même groupe, quoi. Mais c'est vrai que il y a un truc que je voudrais essayer de faire. Je sais pas si je vais y arriver. En fait, à la fédération de pêche, j'avais rencontré un mec du chasseur français qui avait un pote qui était à la Fédé, et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que les cartes de pêche, c'est 100 € une carte de pêche? C'est trop cher. Pour moi, je trouve ça vraiment trop cher. Le mec moi j'ai 80 ans, mais 75 ans, on va dire, c'est gratuit. Un vieux retraité qui n'a pas beaucoup de sous. Il pourrait faire comme les impôts, non, mais c'est gratuit. Taxes foncières qui sont gratuites. Il est retraité, il n'a pas de sous, il a 70, 75 ans, le bonhomme ou la femme. On pourrait lui dire, tu pêches gratuitement quand même. Et en dessous de 18 ans, pareil. Pourquoi faire payer 100 €? C'est vachement cher, 100 €. Il y a différentes catégories de cartes quand même. Oui, puisque les gamins, ils payent beaucoup moins cher. Vous avez des cartes qui sont dites vacances à la semaine. Vous avez des conditions d'exonération aussi, alors malheureusement pas pour les gens d'un certain âge.
Mais en même temps, cet argent collecté par les fédérations, par les associations, les fédérations et puis la fédération nationale, il sert quand même au milieu. Oui, oui, je suis d'accord. Premièrement, quoi. Donc il va, et c'est de l'argent qui retourne sur le terrain, quoi, sur les rivières. Bon, ici, Sud Radio, ils ont besoin d'argent aussi, alors vas-y, vas-y, Jamel, envoie. Avec la ville de Mende, au cœur du pays des merveilles. Voilà, Mende, donc 300 km au sud du centre de la France. Je situe comme ça maintenant, j'ai oublié Paris. Oui. Tu vois, comme ça on est vers le sud. Donc je suis avec monsieur le maire de Mende qui est pêcheur. Pour moi, avant tout, vous êtes pêcheur, quoi. Voilà. Oui. Et c'est là où j'ai rencontré donc à la fédération de pêche Alain Bertrand, qui a été président de la fédération pendant 20 ans. Et donc c'est là où on s'est connus. Et il m'a amené donc à la mairie sur une liste en 2008. Et puis de fil en aiguille, en 2016, je me retrouve maire. Et le musée dans lequel on se trouve, il a été construit comment ça s'est décidé? Parce que là, c'est une fortune pour faire ça. Oui, c'est près de 10 millions d'euros, donc 9 millions et demi, mais largement aidé par l'Europe, par l'État, par le département, par la région. Donc c'est bien qu'il y avait un intérêt à remettre dans le circuit ce lieu, à le rénover totalement, parce que c'était une quasi-ruine. Et Jean-Marc Chevalier, qui est là ce matin avec nous, il vous en parlera peut-être mieux tout à l'heure. Jean-Marc Chevalier, c'est le bavard? C'est celui qui est bavard? C'est le bavard, ouais. C'est lui qui va vous raconter plein d'histoires, qui a plein c'est lui qui a le pantalon chic avec le blazer chic. Exactement. Ouais. De quel monde il vient? Tiens, il vient de quel monde, ce garçon-là? Venez. Il vient du monde de l'artisanat. Ah oui? Donc puisqu'il a fait sa carrière à la Chambre des métiers de l'artisanat, mais c'est un homme de culture. Il est président de la Société des Arts et Lettres. Ils m'ont tous parlé de vous. Ah, tiens. Celui-là, ah oui, en bien. Ils m'ont dit, tu peux y aller. Alors là, tu arrives à 10h. À midi, il est encore là. Ah, c'est ça? Oui. Ils exagèrent. Ça, c'est pas un compliment. Non, c'est un compliment. Et alors, puis vous êtes parfait. Donc le monsieur, il n'y a pas d'image. Non. Si, Benny, il s'entête à filmer la radio. Il ne faut pas filmer la radio. Donc le monsieur, il est beau, il a de l'allure. Il a de l'allure. Blazer bleu. Si, chemise blanche, pantalon. Il a de la culture aussi. Ah ouais. Ça, on va le questionner. Voilà, moi, je m'en fous. Vous allez le tester, vous allez voir. On peut faire que des bons échanges à mon avantage, en fait, à notre avantage. Et le pantalon, c'est au bord de la mer qu'on met des pantalons comme ça. Oui, c'est pour ça. J'essaie de faire un peu de transition et espérer que la mer arrive jusque chez nous. Oui. Et donc, vous, pourquoi je n'entends pas le monsieur? Donc, vous êtes ici chargé de quoi exactement? De rien. Ici, de rien. Ma mission a été accomplie et maintenant je peux partir. En fait, nous sommes dans le musée du Gévaudan, qui a été inauguré en octobre dernier à l'initiative de la ville de Mende, à la même adresse où il s'appelait le musée Ignon Fabre, et il était à ce moment-là la propriété de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère. Et les collections sont toujours statutairement propriété de cette société savante dont je suis le président. Du coup, nous avons confié les collections, comme la plupart des villes en France, à la collectivité territoriale, en l'occurrence la mairie, qui elle a eu le courage de remonter, de réouvrir ce musée. Donc nos collections sont entre de bonnes mains, elles sont bien gérées, elles sont vues par un grand nombre de visiteurs tous les jours, et donc la Société des Lettres est ravie et le président peut partir. Donc, bientôt alors. Hier, on est arrivé dans l'après-midi, on a vu Betty, donc la jeune fille qui était là, qui nous a bien accueillis, et puis le monsieur qui est debout là, le solide. Ah, c'est une cheville ouvrière très précieuse. Ah ouais, tout, il nous a ouvert les portes et tout, et du coup on a visité le musée. On a fait. J'ai acheté le bouquin ce matin pour voir, comme physiquement on peut pas se déplacer dans les salles avec un micro HF pour aller visiter, mais c'est à côté de Copenhague, il y a un musée qui s'appelle le Louisiana. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est un musée convivial. C'est absolument magnifique. C'est un bonhomme qui avait beaucoup d'argent, qui a créé ça il y a longtemps. L'architecte Nouvel a fait des passages à l'extérieur de la maison. Le musée, il ouvre sur la mer. C'est à côté de Copenhague. Et dans le parc, dans les jardins, où les gens viennent manger, pique-niquer, il y a des sculptures de Calder, un peu partout. Déjà, vous arrivez dans le musée, Giacometti, vous en avez plein les yeux, etc. Mais c'est un musée dans lequel on est bien, quoi. On est bien. On n'est pas impressionné, on est vraiment bien. Le comportement des gens là-bas à Copenhague, t'accroches ta veste, vous accrochez votre veste, vous revenez le lendemain, elle est toujours là. Il n'y a pas un mec qui vous a piqué quoi que ce soit. Non, mais vraiment. Et donc, c'est une ambiance très particulière. Et on y est allé plusieurs fois avec ma femme, simplement parce qu'on est vraiment bien là-dedans. Et bien ici, ça fait un peu le même effet. Ah oui, il est chaleureux. Ouais.
Le calcaire blond est déjà très, très chaud. Puis il n'est pas gigantesque. Il y a quand même une ambiance authentique parce qu'on est dans un bâtiment du 18e qui est évidemment à une adresse remarquable parce qu'avant le 18e, il y a déjà une belle histoire sur cet immeuble. Et effectivement, les nombreux visiteurs sont très contents et du bâtiment et de l'ambiance et des collections. Mais c'est vrai que quand on arrive, on a l'impression d'être quand même enfermé entre trois murs de pierre et cette grande façade de bois qui cache au rez-de-chaussée l'EDF, enfin l'ancienne EDF, c'est ça? Oui. Et au premier étage, toutes les salles dans lesquelles on va se promener, etc. Ça permet de faire le tour complet des quatre Voilà. côtés. Alors, comment je pourrais vous expliquer? C'est une façade. Moi, je tourne le dos à une façade. C'était l'entrée. À ma gauche, on dirait que c'était des écuries, peut-être, je sais pas. Non, il n'y a pas eu d'animaux ici. Il n'y a pas eu d'animaux du tout. Donc le monsieur qui habitait là, ou les personnes qui ont habité là, ils avaient des sous quand même. Ben, depuis 1975, c'était déjà le musée. D'accord. Ça avait donc subi certaines améliorations, aménagements. Précédemment, ça a été effectivement, pendant une grande partie du XXe siècle, le siège des EDF. D'abord, à la fin du 19e, ça a été le siège d'une société privée, avant qu'EDF existe, qui a eu l'avantage d'éclairer la ville de Mende, qui a été la première préfecture de France à être éclairée à l'électricité. Alors on n'était pas les premiers sur beaucoup de points, mais en termes d'éclairage public, c'est-à-dire les réverbères, eh bien on a été la première préfecture de France à les avoir éclairés à l'électricité. Et l'électricité était fabriquée ici. Il y avait une cheminée comme dans les régions minières qui dépassait largement le bâtiment parce que cette électricité était fabriquée à partir du charbon. Et puis après la guerre, cette société, comme beaucoup d'autres en France, a été nationalisée et l'addition de toutes ces sociétés provinciales est devenue EDF. C'est donc devenu le siège de EDF. Et le directeur de EDF habitait ici et le personnel et les fourgons EDF étaient ici. Et ça a connu une autre mutation dans les années 60, au début des années 70, où la Société des Lettres, qui avait un musée à l'extérieur de la ville et qui était un peu désuet, a considéré que ce bâtiment, qui est à l'origine un hôtel particulier d'une famille qui s'appelait Buisson de Rosouche, dont on a l'année et les armoiries là, le président de la Société des Lettres, donc le 13e président, a considéré qu'il fallait y déplacer le musée. Il a donc acheté à EDF son siège social, EDF étant parti à l'extérieur, et c'est devenu le musée Ignon Fabre pendant 25 ans. D'accord. Et alors, et comment et l'histoire de la Renaissance voilà, comment ça a changé de main est intéressante après. Parce qu'après, pendant une période de quelques années de fermeture, après 95, là, c'est au moment des élections régionales de 2004, donc où Georges Frêche, le grand homme qu'on connaît dans la région, enfin, au moins dans le Languedoc et le Roussillon, il a eu la volonté de prendre Alain Bertrand donc, comme adjoint sur sa liste. Et donc en venant ici, il a pu visiter ce qui restait du musée. Et donc il a dit, mais il faut un musée à la Lozère. C'était un gueulard, Georges Frêche. Donc il était fort en voix. Et donc il fallait un musée à la Lozère. Et donc l'histoire est repartie de là. Et Alain Bertrand, en 2008, est réélu maire. Donc il a relancé le projet, donc avec la Société des Arts et Lettres, bien évidemment, avec les amis du musée Ignon Fabre, avec les amis de Victorin Gallière aussi, puisqu'il y a plusieurs associations qui ont œuvré pour que ça puisse partir de l'avant. Et donc il a fallu une petite vingtaine d'années pour que le projet arrive à la réalisation. Ça a été très lourd, très critiqué, forcément localement. Il ne fallait surtout pas de musée, ça servait à rien. Ah voilà. Oui, ça a été ça. Moi, depuis 2016, je l'ai vécu au premier loge. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que les gens bloquent comme ça? Ce sont des postures politiciennes. Souvent, oui. À partir du moment où la majorité qui est en place est pour ce projet, l'opposition est convaincue qu'elle doit s'opposer à tout, et du coup, des fois, tombe dans la bêtise. Oh, c'est nul. Ah ouais. Il rigole. Mais non, mais c'est vrai, non, vous avez raison, c'est ça qui est compliqué en France. Sinon, effectivement, il y a tous les pays du monde. Vu le résultat, il a été inauguré, le maire l'a rappelé, donc il y a quelques mois, il n'y a pas encore un an, tous les résultats sont au-delà de toutes les espérances. Il y a, je crois, 10 ou 15 musées, pas davantage, qui sont gratuits en France, dont celui-ci. Ça a été une volonté politique. Il a fait très mauvais, donc il a encore pulvérisé sa fréquentation journalière. Expliquer aujourd'hui
qu'il ne fallait pas de musée en France alors qu'elle en avait un en 1836, c'est une hérésie. Ah ouais, mais c'est bizarre que des gens s'entêtent. C'est un atout pour le territoire en plus, parce que le musée ici, le musée du Gévaudan, c'est vraiment un musée de territoire. Donc chacun qui a un bout d'identité dans les Cévennes ou sur la Margeride ou sur le Brac ou dans les Gorges ou Cosses, il peut retrouver un bout de son identité ici, quoi. Ouais, parce que là on a plusieurs régions en fait. Alors lesquelles bon, le Causse, vous avez dit il y a le Causse. Voilà les grands Cosses, donc les gens et Sauveterre, l'Aubrac donc à l'ouest, au nord-est la Margeride, et puis au sud-est les Cévennes, quoi. La grande partie des Cévennes se retrouve en Lozère, comme la grande partie de l'Aubrac aussi est lozérienne, on le revendique haut et fort. Et puis on a les gorges du Tarn, par exemple, ou les gorges de la Jonte, donc voilà, ça constitue en termes de géologie, d'histoire, de patrimoine, de climat, différentes choses ici dans ce département qui sont intéressantes. Et alors dans les salles qu'on a visitées hier après-midi, on trouve justement des échos de toutes ces régions-là. On trouve justement, c'est ce que je vous disais, c'est que chacun, un Cévenol va pouvoir retrouver un bout de son identité ici dans ce musée. Ce matin, je suis allé voir Betty, donc mon guide, et j'ai acheté un petit bouquin, parce que j'aime pas qu'on m'offre des trucs, ça m'énerve. En général, les gens qui font ce métier-là, ils se font offrir le bouquin, à manger le midi, des trucs comme ça, mais j'aime pas. Ça me plaît pas. C'est pas votre culture. Non. Donc j'ai acheté un petit sac, vachement bien pour Ninon, une de nos filles. Et le livre, parce que comme physiquement je peux pas me déplacer à l'EHPAD, ils m'ont pas donné un déambulateur, donc je peux pas bouger. Pas encore. Oh, c'est dommage. Non, je rigole. Ils me ramènent 18h à l'EHPAD. Hein. Je veux être à l'heure, on déconne pas. Et donc j'ai, par exemple, les cheveux du tumulus de Fraissinet. Oui. Non mais ça c'est extraordinaire. C'est une exception mondiale. Ah mais oui. Oui, c'est vrai. Et donc c'est des cheveux. Vous allez me raconter. C'est des cheveux vers 3000 ans avant Jésus-Christ. Je m'en souviens très bien. J'étais là. Oui. Eh oui. Donc des cheveux intacts, qui ont été tressés. Il y a une petite photo là devant moi. Je vais la montrer puisqu'il filme la radio. Bah tu la montreras tout à l'heure. Alors ils sont d'autres objets précieux. Ils ne sont pas dans l'exposition permanente. Ils sont trop fragiles. Non. Mais ils ont été découverts au Fraissinet, c'est-à-dire dans un dolmen. Et le Fraissinet est un village qui est sur le bord du Causse de Sauveterre, à vol d'oiseau de Mende, on va dire 15 km au sud. Et on est une région très connue pour son patrimoine mégalithique, c'est-à-dire ses dolmens et ses menhirs. Après Carnac, c'est nous. D'accord. Et ils sont plus beaux, les nôtres. Oui. Alors, plus gros. Pour bien en parler, on fait une petite pause et on en parle juste après tous les trois. Voilà. Donc Gérard Klein, il n'est pas tout seul. Il a réponse à tout. Monsieur le maire, il me parle de Antoine qui est là. Est-ce que tu as le retour des deux messieurs dans ton casque? Bien sûr, j'ai tout, moi. Ah, non, moi j'avais qu'un retour. Il a 21 ans, il a réponse à tout, il est sévère. Non, il travaille vachement bien. Donc c'est mon guide en fait, etc. On revient 2 minutes puis après vous nous enverrez, monsieur le maire, vous nous présenterez les femmes qui nous regardent. 1, 2, 3, 4. Bon, Betty, on la connaît. Les 2 autres, non, je vous connais pas et la dame non plus. En fait, je connais personne ici. Et on termine avec les cheveux parce que ça, je trouve ça incroyable quand même. Donc évidemment, ils sont pas exposés ici parce qu'ils vont se détériorer. Ils sont aux réserves. Ah ouais. Et donc c'est des cheveux tressés. C'est des cheveux tressés qui ont 5000 ans. Qui ont 5000 ans et qui n'ont pas. Les gens étaient incinérés aussi à l'époque. Oui, les gens étaient incinérés. C'est écrit dans le bouquin. Et les cheveux n'étaient pas tout seuls. Il y avait bien sûr toute la sépulture, mais on pense que il y avait même des sépultures par étage dans les dolmens. Et les pierres plates ont arrêté la combustion. Le reste a disparu. Et seuls les cheveux qui se retrouvaient sous une pierre, un peu comme une tendelle, se sont retrouvés non consumés. Et c'était les cheveux a priori de femmes, puisqu'ils sont tressés. Donc de quelqu'un qui était certainement un dignitaire d'il y a 5000 ans et qui était donc dans une sépulture qui correspondait à son rang social. Et il n'y a pas d'équivalent sur la planète de cheveux aussi vieux, notamment en Europe. Peut-être que chez les Égyptiens, avec quelques momies, il y a quelques cheveux qui traînent, mais chez nous et en Occident, ce sont les cheveux les plus anciens. Ah oui, ils ont été découverts par un archéologue qui s'appelait Morel, qui était le président de la Société des Lettres de l'époque, qui était par ailleurs médecin, sénateur, et c'est lui qui a fait cette découverte avec une équipe. On a le détail particulier du jour où on a découvert cela. Et vous avez vécu, vous, déjà des découvertes comme ça? Non, parce que moi je ne donne pas dans l'archéologie, contrairement à plusieurs de mes prédécesseurs. J'ai fouillé, je nomme à Javol, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Non.
Non mais alors vous voyez, la découverte comme ça, le pêcheur fait des découvertes par exemple. Tous les jours, là, C'est vrai, je hein. découvre là, justement que nous avions ça dans nos réserves. Extraordinaire. Si, mais dans le petit bouquin, il y a des trucs vachement bien. Et il y a aussi la tête d'ours là-haut. Oui, on en a deux. C'est vrai. Donc il y en a une dans les réserves encore. Exactement, oui. Eh ben les réserves, on peut pas les voir, on pourra. Mais c'est pas sur place. Ça a été un programme précédent qui a précédé celui du musée parce qu'il a fallu rapatrier ces collections qui étaient stockées dans un vieux château humide du nord de la Lozère. Donc la mairie demande à rapatrier les collections une fois qu'on les lui a eu confiées. Elle a fait construire des réserves neuves qui sont à l'extérieur pour ne pas obérer les mètres carrés ici. Donc elles sont à, mettons, 3 km à vol d'oiseau, neuves, tout à fait adapté aux normes d'aujourd'hui. Et donc, en termes de crâne d'ours, 15 000 ans, 18 000 ans ou plus, il y en a c'est un marqué au musée 12 000 ans, aux là. réserves. 12 000 ans, Nicolas Joly, voilà, c'est ça. Alors, s'il est là, c'est qu'il a été découvert en Lozère, évidemment. Ouais, comme les mèches de cheveux. Évidemment. Ah, je trouve ça incroyable. Mais les cheveux, ça m'a surpris. Bon, alors, monsieur le maire, vous restez là. Hein. Une, deux, trois, les Betty, je la connais, je radote. Hein. Quelle personne voulez-vous maintenant Alors, je ne sais pas si vous voulez continuer sur le patrimoine. On dirait un examen. Regarde, les filles, elles sont en face. En fait, on a une table. J'ai une table devant moi avec à droite le monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier, pardon. À gauche, monsieur le maire. Et en face de moi, les 4 filles qui sont là. Alors, je sais pas. Ça fait un peu examen oral. Bon, alors, la jeune femme avec la veste verte, si vous voulez venir, vous allez passer votre examen. Non, restez là. Non, vous allez continuer à parler de patrimoine. Ouais. Oui. Avec Nelly Lafont. Oui. Venez, si vous prenez cette place-là, ça sera plus pratique pour moi. Voilà. Ouais, merci Jamel, il est trop fort. Maestro, Jamel. Bon, je vais laisser parler un tout petit peu le jeune homme qui est là, parce qu'il a absolument besoin de dire Sud Radio 101.9 à Mende. Il a absolument besoin de dire on est à Mende. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Non, mais pour écouter, voilà, nos auditeurs, s'ils veulent nous écouter du côté de Mende en Lozère, 101.9 pour nous retrouver, et puis même pour nous voir en direct sur le site de sudradio.fr. On est en direct du musée de Gévaudan qui nous accueille, le tout nouveau musée qui a ouvert il y a même pas un an. On en parlait à l'instant et on va continuer d'en parler avec vous, Gérard, et vos invités. Il vous voit, il est trop fort. Il fait comme à la radio. Enfin, tout le monde se voit. Il est à bonne école avec vous. Ben, je sais pas, on verra. Alors, vous avez un petit vécu. Ah non, mais alors, l'expérience qu'il a, lui, par exemple, dans les iPhones et avec Internet, moi, je ne l'ai pas. Ah, bah, évidemment. C'est top. On est parfaitement complémentaires. Il n'a pas son permis, donc c'est moi qui conduis la vieille DS. La belle DS jaune qui est devant. Là. Exactement. Et alors, le grand monsieur avec le t-shirt là-bas, le short jaune, il vous faisait des grands signes. Pourquoi? À vous, là, ma voisine. Parce que j'ai essayé de le faire venir pour discuter avec nous. Il est aussi avec Elisabeth Minet-Trenol, qui est élue à la ville de Mende et qui est présidente du pays d'art et d'histoire. Donc on aurait pu échanger tous ensemble sur le patrimoine et la culture à Mende. Président, moi je voudrais pas être président de quoi que ce soit. C'est lourd. Oui, mais on est tout à fait d'accord, mais il faut qu'il y en ait qui y aillent. Ah oui. Et des fois ils ont du mal à partir parce qu'il n'y a personne pour les remplacer. Ah bah oui, c'est vrai. Alors si personne ne veut être président, comment on tourne? Et ça vous embête pas d'être président, vous? Ah ben je cherche une succession et j'ai du mal à... Vous n'avez pas une tête de président, vraiment. Ah c'est bah, plutôt un compliment. Ça c'est sympathique. Ah ouais, vraiment. Ah non, il y a une telle légèreté dans le regard. C'est vrai, hein, le monsieur. Mais vous aussi, mais vous êtes timide? Oui. Ah bah ouais, vous pourriez être ma petite fille. Non mais pourquoi vous êtes timide comme ça? À l'école, vous étiez comment? J'étais timide. Ah ben non, ben tu vois, elle parle et elle repose le micro. Je vais vous tenir le micro. Non. Donc à l'oral, vous étiez pas bonne en fait. Ben ça va, avec les années, on s'améliore quand même. Qu'est-ce que vous avez raté comme genre d'oral, par exemple? J'en ai raté aucun. Ah. La preuve en est, c'est que je suis là. Alors vous avez fait quel genre d'études? J'ai fait des études d'histoire de l'art. À quel endroit? Ici? Non. À Toulouse. Ah. À Barcelone et puis Toulouse. Et puis voilà, après j'ai attaqué de travailler ici. Et pourquoi à Barcelone? Pour apprendre l'espagnol et découvrir une autre culture, voilà. Et alors vous aviez quel âge quand vous êtes parti à Barcelone? J'avais 18 ans. Voilà. Et vous habitiez où? Ben, dans un appartement à Barcelone. Non, ici en France, pourquoi vous avez quitté vos parents? Ah, mais pour découvrir d'autres choses. Ils étaient tristes?
Non, je pense pas. Ils étaient contents pour moi. Il faisait quoi? Mon père était directeur d'une coopérative de forêt privée. Voilà. Où? Ici, je suis mandoisine d'origine. Ouais. Et ma mère était secrétaire. Voilà. Les forêts privées, donc il était dehors tout le temps. Exactement, ouais. Est-ce qu'il a vu arriver les nouvelles machines pour couper, la machine qui coupe, qui enlève l'écorce et tout ça? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Ah, on m'entend plus. On m'entend plus, on dit. Donc on change de micro. Et là, ça marche. Bon, ok, ça marchait pas. Donc on m'entendait pas, mais c'est pas grave. Donc on parlait de votre papa qui était gestionnaire, enfin de forêt, de forêt privée. Donc il était tout le temps dehors. C'est ça. Voilà. Enfin, dehors et puis aussi travail de bureau évidemment pour gérer une coopérative. Mais voilà, le territoire lozérien est à un fort pourcentage de forêt privée. Il était chasseur? Un petit peu, oui. Ah ouais. Oh, ça devait être chouette de passer sa vie dans les bois quand même. Ah ben oui. Pour lui. Ouais. Et donc vous partez 18 ans, tac, vous allez en Espagne. C'est ça. Pour un an, apprendre l'espagnol et apprendre à peindre. Et après, je reviens en France, à Toulouse, pour attaquer mes études d'histoire de l'art. Voilà. Et vous peignez toujours? Non, je peins plus. Ah ouais, c'est difficile de trouver le temps. C'est surtout dans la tête, quoi. Ouais, la exactement. disponibilité. Faut être disponible. Donc votre rôle ici, dans cet énorme musée magnifique, c'est quoi? Alors, moi je suis chef de projet du Pays d'art et d'histoire Mende et Lot en Gévaudan, qui est un label national. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais c'est un label national qui est donné par le ministère de la Culture, qui qualifie les territoires qui ont un fort patrimoine et qui ont surtout envie de s'engager dans une démarche de valorisation et d'animation. Donc à l'origine, la ville de Mende avait le label Ville d'Art. Ce label Ville d'Art est devenu assez vite obsolète, donc dans les années 80, et a été remplacé par le label Ville d'Art et d'Histoire, puis Pays d'Art et d'Histoire, pour qualifier des territoires un peu plus larges. Et donc le Pays d'Art et d'Histoire a été créé en 2004 à l'initiative des élus mandois et de l'élu de la culture à l'époque qui est Jean-Marc Chevalier. Qui était Jean-Marc Chevalier, voilà. Et donc depuis une petite vingtaine d'années, donc on anime 26 communes en Lozère, dans la vallée du Lot, avec Mende évidemment en son centre. Et donc mon rôle, c'est d'animer ce territoire et de porter ce label. Eh ben, comment on fait pour animer? Alors on développe une série d'actions, donc d'abord en destination des habitants, puisque on a des objectifs prioritaires à atteindre. Donc c'est sensibiliser les habitants à leur cadre de vie, initier le jeune public à l'architecture et au patrimoine, développer un tourisme de qualité. Ouais. Et impulser la création contemporaine. Tourisme de qualité, ça veut dire bon couchage et bonne cuisine? Pas que, c'est aussi et surtout proposition d'animation de qualité avec des visites guidées menées par des guides conférenciers agréés, des expositions, des concerts, voilà, des rendez-vous culturels. Le mot fait peur. Et sensibiliser les habitants. Oui. C'est quoi? C'est leur ouvrir les yeux sur ce qui les entoure, ce qu'on ne voit plus parce qu'on passe devant depuis qu'on est tout petit. Comme un couple, quoi. Exactement, voilà. C'est vrai, il rigole. Recréer les papillons. Oh, c'est dommage qu'on puisse pas voir vos rires, les rires du président. Il est top, il dégage une énergie incroyable. Ouais, vraiment. Et alors, c'est difficile de sensibiliser. Quand on habite dans un endroit, que ce soit l'Auvergne ou ailleurs ou ici, ça nous échappe, quoi. Les gens, ça leur échappe vraiment. C'est tellement beau. Moi, je dis, mais c'est tellement beau ici. Ah bon? Ouais. C'est un regard de Parisien, en fait. Ben, c'est ça, on a besoin des fois du regard extérieur pour se rendre compte, en fait, de ce qu'on a sous les yeux. Ah, encore faut-il l'accepter, le regard extérieur. Mais si c'est un regard bienveillant, il n'y a pas de souci. Alors, d'accord, mais il faut que la bienveillance soit remise un peu au goût du jour, quoi, non? Parce que même pour Monsieur le Président, même pour une entreprise comme ce musée, la bienveillance, ça ne doit pas être facile à acquérir. Hein. Comme l'a rappelé le maire, il y a eu quelques embûches.
Ah ouais. Il y a eu d'ailleurs plusieurs maires pour se succéder sur cette affaire, plusieurs présidents de région qui tous ont tenu la parole du prédécesseur sans ça. 27 années de fermeture et 10 ans de chantier, 10 ans de réflexion, 3 ans de chantier. Et pourquoi les gens, je sais pas, bloquent comme ça même l'accueil dans les campagnes on va dire un citadin qui reprend une ferme ou un truc comme ça, puisqu'hier on avait Linda. Linda, elle est suédoise, on était à Brioude, donc elle est jeune, elle a une énergie incroyable. Elle se lève à 4h, 5h du matin, suédoise. Elle est venue en Auvergne, à côté de Brioude, avec son mari. Ils étaient pas du tout paysans, quoi. Ils ont racheté une ferme au moment du Covid. Donc c'était bien tombé, enfin bon, peu importe. Et ils s'en sortent, quoi. Ils travaillent et petit à petit, ils vont être admis dans le pays. Mais c'est pas évident d'être accepté parce que malgré tout, toute votre vie, moi je le sais, on est parisien. T'es le parisien. Et puis vous êtes sûrement un peu la parisienne. Ah non, Pas du tout. Ah. Je suis mandoise d'origine. Attention. Et vous? Ah, moi je suis d'ici. Ah, c'est bon. Donc j'ai pas de souci de passeport. Ah ouais, mais exactement. Ah non, c'est vachement important dans la France, vraiment. Hein. Accepter le Parisien, quoi. Enfin, l'étranger. Et c'est pour ça que je dis on est à 300 km par rapport au centre de la France, quoi, pour oublier un peu cette étiquette de Parisien. Donc vous êtes d'ici. Et alors, dans votre vie, vous êtes toute jeune. Vous allez... Non, pas trop. Oh la personne. Vous avez 30. Mais non, je suis beaucoup plus vieille que ça. 60. Non, quand même pas, mais... Non, je rigole. Ah non, vous êtes toute jeune. J'ai largement 10 ans de plus que 30. Alors, là, je compte. Non. Mais moi, j'ai des filles qui sont plus âgées que moi. Non, c'est important. Elle a une grande, belle silhouette. J'ai que des filles, moi, de toute façon. Alors, je regarde les filles, elle est grande. Comment je vous dirais, à qui elle peut ressembler à personne, à vous-même. Voilà. Élégante et tout, souriante, avec de la réserve. Les filles, elles ont toujours de la rigolade en réserve. Elles regardent avec l'air intimidé comme ça, puis en fait, non, elles se marrent bien à l'intérieur. Mais l'important dans la vie, c'est de garder le rire, je disais hier, à l'intérieur. C'est bien. Ouais. Bon, alors, les 3 personnes qui sont là, maintenant, vous me conseilleriez qui? Le petit, le 26 ans, les études, on verra après. Ah bon. Lui, il a une carrière à faire. Non, à moins que vous votez tous les deux, Monsieur le Président. Alors attendez, on fait les pubs et puis après, vous choisissez quelqu'un. D'accord. Bon, alors les deux sont partis. Le président, mais il est pas loin, il est resté. Et la grande jeune fille aussi. Elles sont parties, toutes les deux. Et à ma gauche, à ma droite, 2 filles. Alors, vous êtes qui, les filles? Ah, qui sommes-nous? Oui. Attends, nous sommes bien connus, Amande, apparemment. Ah bah oui, mais moi, je débute. Voilà. On est arrivé hier après-midi, alors. Ça va, nous, on vous connaît, vous ne nous connaissez pas, on vous pardonne. Ouais, bon, ça va. Donc moi, c'est Charlotte Courchinou, je suis coprésidente du comité des fêtes de Mende. La vache. Co-présidente. Et vous? Moi, je suis Martine Minalabaume et je suis secrétaire du comité des fêtes. Bon, alors vous faites quoi le matin, le midi, le soir par exemple? Vous avez des familles, des enfants à gérer, un mari? Accessoirement au travail, là je suis en libéral, je me suis débrouillée pour faire mes patients et venir ici. C'est quoi vos patients? Infirmière libérale. Ah ouais, c'est dur. Non, ça va. C'est vrai? Ouais. Vous faites de la route? Non, je reste sur Mende, donc ça va. Ah bon. Et vous? Moi je suis à la retraite. Vous faisiez quoi avant? Aide-soignante. Ah d'accord, donc c'est comme ça que vous êtes rencontrés peut-être? Vous non, connaissez? Pas du tout. Pas du tout, d'accord, j'ai perdu. Et alors une journée pour vous, à gauche, c'est quoi? Une journée pour moi, c'est se lever tôt, aller m'occuper des patients, rentrer à midi, m'occuper de mes enfants. Et en ce moment, donc on est en plein rush des fêtes de Mende. Donc gérer l'après-midi un peu tous les soucis, la technique. Et le soir, repartir sur ma tournée. Et après, c'est comme ce soir, réunion du comité des fêtes de Mende. Et après, anniversaire de mon fils. Voilà. D'accord, et vous? Eh ben moi c'est un peu plus tranquille puisque à la retraite on a plus de temps, mais bien occupé par le comité des fêtes et d'autres associations dans lesquelles je suis. Alors vous avez combien de personnes à gérer dans le comité des fêtes par exemple? On va dire 73. Ah, 60, donc des bénévoles? 73 bénévoles. Alors, tout le monde est bénévole. Qui sont chargés de faire quoi exactement? Eh ben d'animer avec nous, enfin de réfléchir à la programmation, à ce qu'on va faire. Là les fêtes de Mende c'est sur 4 jours par exemple, du 18 au 21 août, c'est les 70 ans. Donc il faut une belle programmation, des nouveautés, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut amener de nouveau, amener un peu de jeunesse aussi, voilà. Alors il y a quoi, des défilés, des gens qui chantent, des gens qui dansent, oui, des chevaux? Il y a le vendredi soir une élection de Miss Mende, on reste traditionnel. Nous. Ah ouais non c'est bien, vachement bien. Voilà. Et elles viennent d'où les filles? De la région, de loin ou bien? Elles viennent de Mende. De Mende, Elles habitent Mende et la communauté de communes. Bah très bien, voilà. C'est normal. Ouais. Donc cette année en plus on en a une qui a été élue Miss Lozère et qui a été finaliste de Miss Languedoc. Ah ouais. On a été voir vendredi
vendredi. C'est comment son prénom? Fiona Page, qu'on félicite encore pour son parcours. C'est ce que j'allais dire, voilà, Ouais. voilà, bravo. Et alors ensuite, comme genre d'animation, de fête? Après, il y a des groupes qui viennent un peu de partout de la France. Donc, on a du groupe brésilien, caribéen, antillais, tahitien. On fait des chars aussi. Il y a des chars qui sont faits par les bénévoles toute l'année. Et sur ces chars, il va y avoir des enfants qui vont jeter des confettis. Et entre chaque char, il y a des groupes musicaux qui dansent, qui chantent. Super. C'est Soleil. Ah, c'est bien. Cette année, ça va être... Ah ouais. Ah oui, oui. Ah, Il va falloir... Ah ouais. Non, elle a le visage parfait pour parler de ça. Tout à fait. Un sourire magnifique. Ah non, c'est vrai. Nous avons Hein. une présidente super. Bon. Et vous, il n'y a pas trop de paperasse à faire? Ben, un petit peu, mais bon, c'est normal. Et puis, ça se fait. Ouais. Mais bon, puis je suis bien aidée aussi, donc voilà. Bon. Et alors maintenant, le musée Manif, c'est top, hein, Oui. vraiment. Ah oui. Et c'est vrai que le Louisiana, à côté de Copenhague, il y a un peu la même ambiance, je veux dire, de sérénité, tranquille et tout. Ici, je veux dire que c'est un musée qui est vraiment très très beau là-bas. Par exemple, maintenant, vous me conseilleriez qui comme personne, comme invité? Le grand, il a l'air sympa, non? François, Oui, il est François. plutôt sympa, ouais. Alors, il a toujours été grand comme ça, développé? Il a toujours été grand, ouais. C'est un grand prof de sport en plus. Ah ouais? Ça se voit. Ah oui, c'est le premier. Ce matin, quand on est arrivé, c'était le premier qui soit mais venu là. toujours, Il est toujours. bavard. Il est bavard. Il est Hein. très sympa. Ah ouais. Il a des gosses, il est marié. Il a... Oui, tout. Il a des gosses, il est marié. Ah, c'est bon. On parle de toi, François. Attends. Il doit avoir des enfants vachement grands. Ouais. Non, ça va parce que François, il est jeune. Ah ouais. Viens, venez. Oh bah, Très jeune. oui, voilà. Et vous jouez, François. Ben non, le premier arrivé, c'était vous ce matin. Et oui. Ça va, ben ouais. Et oui, ça va, impeccable. puis après, je me suis dispersé. Il y a le président qui est toujours là, etc., etc. Et vous faites du sport parce que le petit jeune qui est là, donc il faisait du rugby. Il faisait du beaucoup, rugby, beaucoup. mais il est taillé pour. Moi, je fais... Vous aussi. Moi, je fais du volley. Je suis un ancien volleyeur. Voilà. Ancien volleyeur, ouais. Ah, bien. Ouais. C'est plus léger, on va dire. Exactement, ouais. Il faut de la détente. Hein. Qui représente bien François. Elle est moqueuse. Oui, c'est Charlotte, mais bon. Non, et alors, vous faites quoi donc ici là? Alors moi, je suis adjoint à la ville avec la délégation démocratie participative. C'est-à-dire c'est-à-dire, on a souhaité développer le concept de la démocratie participative sur la ville. Ah, ben, ça veut dire quoi? C'est le peuple en fait. C'est le peuple. Oh là là, c'est les pauvres. Non, pas du tout. Mais je déconne, hein, je rigole, arrête. Non, c'est simplement, on a souhaité effectivement remettre le citoyen au cœur des décisions politiques. Ah, c'est bien. Et donc voilà, on a mis en place quelques dispositifs, notamment un budget participatif. Alors comment on fait Alors comment on fait? Alors c'est les journalistes, ils disent, les mecs, ils disent, les journalistes disent concrètement. Alors concrètement, tu vois, c'est le beau mot. Concrètement, en fin de compte, on a prévu une enveloppe de 20 000 euros pour ce budget participatif. Donc c'est la deuxième année qu'on le met en place. La première année, donc ça a été un petit peu facile pour nous parce que on avait un événement sur la ville qui nous a permis de lancer ce budget participatif. C'était le Tour de France, puisqu'on a eu une étape du Tour de France. Bien sûr, bouge pas, je te le tiens. Qui est arrivé effectivement sur la ville. Et donc on avait lancé ce thème du Tour de France sur ce premier budget participatif. Et les citoyens, les associations pouvaient proposer leurs projets. Et donc il y a un jury citoyen qui s'est réuni et on a voté les projets. Voilà. Et c'était quoi les projets alors on a eu plusieurs projets. On a eu le club photo par exemple qui nous a fait sur toute l'année une rétrospective des photos, une exposition de photos qu'ils avaient fait depuis le Tour de France vient sur Mende. Ah, c'est bien ça. Sur l'instant, ils avaient posté des photographes tout le long du parcours. Donc ça c'était le jour du Tour de France et ils ont refait une exposition avec les photos qu'ils avaient prises effectivement le jour J. Quoi. Pas mal. Mais on a eu aussi des projets faits par des jeunes, notamment, et qui ont travaillé avec un graphiste, avec Ersk, pour ne pas le citer. Et du coup, ils ont trouvé un endroit dans la ville où, grâce à Ersk, ils ont fait une fresque autour du Tour de France. Elle existe encore? Elle existe encore, oui, elle existe encore. Ah bon, on ira la voir tout à l'heure. Pourquoi pas, oui, elle est située près du Lot. Et le Tour de France, ça vous a fait marrer quand il est venu ou c'était compliqué? C'est compliqué, non, hein? alors c'est vrai que c'est pas toujours évident.
président, mais bon, il y a un savoir-faire, on va dire, sur Mende, puisque c'est la 3e ou 4e fois que le Tour de France vient sur Mende, avec la montée Jalabert. Exactement. Il faut en parler. On n'est pas loin. 1995, le 14 juillet. Il est trop Laurent Jalabert. Voilà, il a fait des études. Exactement. Alors vas-y, continue. Non, mais c'est la fameuse montée, pas très loin, qui a fait gagner, on peut dire, le Tour de France, quasiment à Laurent Jalabert, un 14 juillet. C'est ça. Pas très loin d'ici. Voilà, on connaît la suite. Donc, voilà, à chaque fois que le Tour de France vient, et voilà, ça se termine effectivement à la montée Jalabert. Donc voilà, donc une épreuve qui nous fait plaisir d'accueillir, parce que c'est un moment festif, bien évidemment. On connaît le Tour de France, donc voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir l'accueillir. Ah ouais, non, puis c'est une belle entreprise. C'est énorme. Ah ouais. Énorme. Voilà. Donc voilà, mais ce qui confirme aussi le fait que Mende soit ville sportive. Voilà. Plusieurs fois, on a été reconnu dans sa strate ville la plus sportive de France. Ah ouais. Voilà, oui, avec des si vous faites le tour de la ville, il y a tout un tas d'installations sportives. On a un tissu associatif aussi qui est énorme sur la ville, avec plus de 300 associations, tous domaines confondus, mais une grosse part de sport. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir, en tout cas quand on est sur Mende, quand on habite à Mende et quand on vient à Mende, parce que voilà, on trouve toujours son bonheur. Ah ouais, non, c'est vrai. Excellent. Ouais. Vous l'avez dit. Ah ouais. Il n'y a que des gens excellents à Mende. Mais elle aussi, elle est excellente. Bien sûr. Oh, la répartie, voilà. Elle est vive. Et alors, dis-moi Antoine, t'as une autre chose à dire à propos du sport, non? Sur Mende, non, pas sur le Montée Jalabert, mais sur le secteur de Mende, il y a beaucoup de trailers, ceux qui font du trail, des grands champions ici qu'on peut retrouver, des sportifs professionnels. Je sais que voilà, c'est une terre où les sportifs professionnels qui pratiquent le trail ou le triathlon également viennent souvent dans ce coin-là, parce qu'il y a des super coins pour bosser justement le foncier. C'est ce que j'ai cru entendre. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Moi, je dis toujours que Mende et la Lozère, c'est un formidable terrain de jeu. Voilà. On peut se faire plaisir, et effectivement, les sports de pleine nature sont très développés sur le territoire. Il suffit de sortir un petit peu de Mende, sur le cause de Mende, sur le cause d'Auge, pour effectivement trouver son bonheur, que ce soit en VTT, que ce soit sur la route en vélo, que ce soit effectivement les trailers. On a une championne du monde chez nous, Blandine Lirondelle, qui quand même a accumulé ces deux titres de championne du monde. Donc voilà, non, effectivement, un formidable terrain de jeu, et en tout cas, nous, au niveau de la ville, on essaye de satisfaire en tout cas tous nos amis sportifs, voilà, par les installations, en essayant de faire en sorte qu'ils puissent en tout cas pratiquer leur sport. Et il y a un club de rugby également. On est passé hier. On a été voir forcément, repérage, un très beau stade. Ouais, on est passé. Sacré club de rugby aussi, avec son président Laurent Pradier. Donc, et quelques divisions françaises. Alors, là, vous me posez une colle division. Fédérale, honneur, fédéral. Régional. Merci. Régional. Alors avec une grosse école de jeunes. Ouais. Voilà, une grosse école de jeunes qui, on a eu un petit peu peur au moment du Covid, bien évidemment, puisque tout le monde a été coincé par rapport à ça. Il y avait une petite crainte justement que ça puisse pas repartir, mais ne serait-ce que le club de rugby dans la foulée a récupéré un nombre incalculable de jeunes aussi. Il y a eu cette volonté en tout cas et cette envie pour tout le monde de pouvoir rebouger, quoi. C'est bien, on est passé devant le stade hier. On a fait un tour de ville en voiture, on est passé sur le stade. On vous a vu. Sud Radio, Sud Radio, la radio du rugby. Je sais pas s'ils ont repris. Oui, c'est vrai. Peut-être tester s'ils ont repris l'entraînement. On va aller faire un petit entraînement, Gérard Castandi. Non, mais c'est vrai que Sud Radio, c'est la radio du rugby. Et de la Coupe du Monde de rugby. Tout à fait, Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait se dire d'autre encore? Bonne chance, enfin, amusez-vous bien, rigolez bien, non? Ça devrait le faire. J'ai l'impression, quand même, là. Je regarde la pendule, j'ai une pendule, parce qu'en fait, à la radio, il y a des journaux, des pubs, des machins. Encore combien une minute, il me dit Jamel, parce qu'on a évidemment un correspondant à Paris, c'est plus qu'un correspondant. Bon alors, le musée, moi je l'ai visité, vous l'avez visité déjà plein de fois le musée. Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui vous touche le plus dans les collections? Alors, moi qui suis pas effectivement lozérien, puisque je viens du Nord, mais je suis installé depuis 2004. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est véritablement un musée de territoire. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui je pense, qui est très intéressant. Alors pour les locaux, mais aussi
pour les touristes, parce qu'effectivement, ça leur permet de découvrir la région dans laquelle ils sont, le département dans lequel ils sont. Et je crois que voilà, de par les différentes propositions qui sont faites dans le musée, je crois que voilà, il y a un intérêt en tout cas à ce que tout le monde puisse venir sur le musée le visiter, quoi. Ah ouais, dans toutes les salles, on trouve des choses différentes. Et c'est vrai que le petit bouquin que j'ai acheté ce matin, c'est top, quoi. En fait, tu visites le musée. Voilà, on visite le musée rien qu'en disant, mais l'histoire des cheveux dont je parlais avec lui, c'est inimaginable. Mais Jean-Marc est une bible. C'est une bible pour ça, ouais. Mais c'est tout, c'est tout. Non, puis il est rieur. Ce qui est bien, c'est qu'il à fait, ouais. Voilà. Et il connaît plein de petites histoires. C'est un rieur né, on voit bien. Bon, bah merci. Je sais pas à quelle heure vous voulez parler à Paris, j'en sais rien. Ils sont toujours à Paris. Oh là là, les pauvres blancs. Donc les cheveux du tumulus, je vais arrêter avec ça, mais je trouvais ça formidable. Et aussi l'ours. Alors là, le crâne d'ours, ça m'a scotché. Donc plus de 12 000 ans, l'ours des cavernes de Nabrigas, ça s'appelle. C'est ça? C'est où? C'est un pays par ici, ça? De très grande taille, le mâle pesait jusqu'à 800 kilos pour une hauteur dressée atteignant 3,50 m. Moi, j'ai vu aux États-Unis des grizzlies. En fait, le grizzly fait 3 mètres de haut, à peu près 3 mètres de haut. Et dans les parcs où on voit quelques grizzlies, il y a des poubelles. Ils ont des tests de poubelles. Parce que les ours, ils explosent les poubelles. Donc tu visites le truc, vous visitez le truc, et puis à la sortie, vous partez en voiture, et là, vous avez 50 poubelles détruites par les ours qui sont vraiment très intelligents et qui arrivent à démonter les poubelles. Bon, bah alors, petite pub. Voilà. Je le connais. Antoine. Et la DS quand même. La DS, les petits voyants, ils s'allument plus maintenant. Et mon billet sur le jingle. Ouais, bien sûr. Non, donc notre DS elle roule, DS jaune, elle est garée devant la porte, c'est une DS 21. Vous êtes déjà monté dans une DS. À ma gauche, j'ai un jeune homme de 26 ans et à ma droite, j'ai un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Brun, que tout le monde connaît ici bien entendu, et qui est directeur d'un endroit qui s'appelle Hyper U, voilà, un commerçant. Mais le jeune homme de 26 ans va faire une belle carrière, car il a fait des études, bien sûr. Vous avez fait quel genre d'études ? Alors j'ai fait des études d'histoire d'abord à Paris. J'ai quitté Mende à 18 ans, donc je suis allé à Lyon pour faire une prépa, et puis ensuite à Paris pour faire des études d'histoire, et puis ensuite je me suis orienté vers l'administration. Tout le monde vous regarde. Je suis impressionné. Je suis stressé, impressionné. Ben non, mais c'est gênant, on regarde tout le monde. Enfin, c'est gênant. Non, mais c'est vrai que tout le monde vous regarde. Tout le monde écoute ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes jeune, vous avez 26 ans, vous avez une carrière devant vous. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Oh, j'en sais rien du tout, mais j'ai hâte de me lancer, de me lancer dans la vie, de prendre mon premier poste en septembre, puis d'avancer, tout en gardant un lien avec Mende et la Lozère, parce que c'est mon pays, j'y suis bien, c'est une ville superbe, j'aime venir me ressourcer dans ces paysages magnifiques. Donc, alors, un premier poste, ça serait quoi ? Je vais prendre un premier poste dans un département, un poste de direction dans un département du centre de la France à partir de septembre. Le centre de la France, c'est où ? Je peux pas vous en dire plus, je veux rester mystérieux tu vois, sur mes informations. D'accord, alors... Pose trop de questions, Gérard. Ouais. Et donc, vous allez faire quoi, concrètement ? Alors je vais m'occuper concrètement, c'est vachement bien quand même. Concrètement, c'est dur. Ouais, donc je vais m'occuper de l'attractivité d'un territoire. Donc ça veut dire accompagner les communes pour leur apporter des financements. Par exemple, pour construire ce type de musée, il faut articuler différentes sources de financement, État, région, département, communes. Et moi, je m'occuperai du côté département. J'accompagnerai aussi les communes pour tout ce qui est de l'aménagement du territoire, comment on construit, comment on répartit l'utilisation des espaces. Et ce sera mon travail. Dans les études que vous avez, ça a duré combien de temps déjà ? Vous avez étudié quoi ? J'ai eu mon bac en 2014. D'accord. Après, j'ai étudié l'histoire de la Révolution française en particulier. D'accord. Et puis j'ai rejoint l'INET, c'est une école à Strasbourg qui s'occupe de la formation des cadres dirigeants des collectivités territoriales. Il y a maintenant 1 an et demi. Et vous avez toujours gardé un lien avec votre territoire d'origine ? Oui, j'y reviens quand je peux, en vacances, le week-end, parce que j'y suis bien, parce que ma famille est originaire d'ici, des Gorges de la Jonte en particulier, au sud du département. D'accord, parce qu'on voit beaucoup de gens qui viennent, ou des hommes politiques, des gars qui se font élire, sénateurs et tout. Et, une fois qu'ils ont fréquenté Paris, on va dire, entre guillemets, les mecs, ils reviennent plus beaucoup, hein. Non ?
Oui, tout à fait, ouais. Ben, bien sûr, là je parlais avec monsieur Brun de l'Hyper-U ici, et c'est vrai que la grande ville, on va dire Paris, ça peut déformer un petit peu les gens, quoi. Même avec les meilleurs, moi j'en ai vu des politiques très jeunes avec de l'ambition, puis une fois qu'ils sont là-haut, ils reviennent beaucoup moins quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment un homme peut influencer, peut aider un territoire? C'est ça qui est compliqué. Vous êtes dans le concret, en fait. Ben oui, on essaye d'être dans le concret, oui. Voilà. Voilà. Après, je sais pas, je pense que quand même, les gens qui sont attachés à la Lozère peuvent apporter aussi à la Lozère et reviennent assez souvent. C'est un territoire où la fidélité, c'est important, je pense. Même pour des gens qui habitent loin. Et pourquoi? Parce que c'est des territoires difficiles à vivre. Autrefois, ça devait pas être facile. Parce que ça, si vous voulez, je pense que c'est des gens qui, s'ils savent où ils vont, ils se rappellent d'où ils viennent aussi. Il faut toujours savoir d'où on vient, en général, pour aller quelque part. Sinon, si on oublie l'origine, c'est un peu triste, quoi. Ouais, et puis je pense qu'on a besoin de retrouver un peu ses racines, de sortir un peu de ce qui est le quotidien, peut-être plus qui correspond pas à l'enfance que certains ont eu, plus détendu que ce qu'on peut avoir en Lozère. Voilà. Ici, on peut dire qu'on prend le temps. Ah oui? Ouais. Mais comment vous arrivez à monter une entreprise aussi énorme quand même que la vôtre en prenant le temps? C'est pas évident. Alors, ça se monte pas tout seul. C'est une entreprise qui a été montée par une famille qui fait du commerce depuis 100 ans en Lozère, qui est très attachée à la Lozère, qui a vécu toutes les évolutions de ce commerce-là et qui continue à la vivre. Et c'est comme ça. Les évolutions, c'était autrefois, c'est un peu ce qu'on est en train de faire nous à la radio avec la vieille DS. On fait un peu une tournée comme si on était boulanger. À l'origine de cette entreprise, la première chose était d'aller acheter de la laine à des agriculteurs, de faire tisser cette laine et de repartir et de revenir leur vendre des costumes sur mesure. Et ça, je vous parle de 5 générations avant. Voilà. Et après, il y a eu des évolutions avec une vision différente, une vision qui a évolué sur le commerce alimentaire et le libre-service. D'accord. Et voilà, et aujourd'hui, il continue à avoir encore des évolutions là-dessus. Et une des particularités, c'est le lien aussi avec le territoire qui est très fort par le fait que nous sommes encore des enseignes indépendantes. Donc j'ai la chance de pouvoir commercer directement avec des agriculteurs, de décider moi-même sans passer par des superstructures qui feraient que ça les mettrait à mal ou que ça leur rendrait les échanges impossibles. Alors les échanges impossibles à cause des prix en fait, à cause de l'argent qu'on peut leur donner. Non, je pense que l'hyper local, c'est la capacité uniquement à produire ce qu'on peut produire sans déformer ce qu'on a à l'origine produit. Donc j'ai une belle-sœur et un frère qui font du fromage et ils peuvent produire pratiquement que 80% de leur production que je peux écouler. Ils viendront sûrement tout à l'heure dans l'émission. Puis voilà, et donc tout ça c'est le lien, c'est ce qu'on appelle l'hyper local, voilà. D'accord, donc il y a des grandes marques qui veulent faire du local et nous on essaye de faire de l'hyper local. C'est des échanges à moins de 50 km. Voilà, moins de 50 km. Et puis c'est affectif aussi quand même. Alors c'est très affectif parce que dans mon parcours personnel, je suis fils d'agriculteur. Mon papa un jour, quand je lui ai dit que je voulais travailler, m'a trouvé du travail. Il m'a confié à quelqu'un qui avait des supermarchés. Il est allé le voir. Ça c'est une belle leçon de vie, de voir quelqu'un qui arrive et qui vous dit est-ce que tu pourrais prendre mon fils? C'est pas faire travailler mon fils, c'est prendre mon fils. Et mon fils, pour lui apprendre quelque chose, et j'ai commencé mon travail, je poussais des caddies dans un petit supermarché qui est encore à Mende. Et puis petit à petit, j'ai réussi, puisque maintenant je suis pas à la fin de ma carrière, puisque j'ai 60 ans, et j'en suis encore un peu loin, mais j'ai évolué par rapport à ça. Ouais. Mais en gardant ces valeurs, les valeurs de travail, des valeurs de persévérance, ces valeurs qu'on retrouve beaucoup chez ces agriculteurs qu'on accompagne. C'est du courage. Oui, bien sûr. Les agriculteurs qu'on accompagne, ces artisans aussi qu'on peut faire travailler, avec qui on travaille, on s'aperçoit qu'ils ont une certaine vision des choses. Voilà. Oui, ils sont courageux. Ça permet aussi la place de la femme,
Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on parle beaucoup des garçons, mais les femmes d'agriculteurs notamment, elles font énormément de choses. C'est-à-dire quand lui il est dans le tracteur, elles font les comptes, elles font les enfants, elles font la cuisine. Elles font tout ce qui est chiant à faire, c'est-à-dire remplir les fiches des animaux. Maintenant, ils ont toujours eu 2 oreilles. Ils ont 2 étiquettes. S'ils avaient 3 oreilles, ils auraient 3 étiquettes maintenant. Et donc, ça veut dire tout ça, c'est des papiers, des trucs à remplir avec des contrôles incessants. Et c'est quand même fatigant. C'est fatigant. Et puis, c'est une évolution des choses. Voilà. C'est une évolution des choses parce que ma maman, qui a énormément travaillé pendant des années et qui travaille continue et qui a énormément travaillé, n'était pas reconnue. Elle était femme au foyer. Voilà. Et ça, c'est terrible. Alors que Marie-Claude, que vous allez voir tout à l'heure, qui travaille énormément, elle continue à travailler comme avait travaillé ma maman, mais elle est agricultrice. Elle a une reconnaissance sociale. Donc elle aura une retraite, exactement. Jamel, c'est quand tu veux. Gérard Klein, je le connais, je l'ai déjà rencontré. Là, ils l'ont sorti de l'EHPAD. Mais non, je rigole, arrêtez et tout. Bon alors... On est donc à Mende, en effet. Mende, tu m'as dit, c'est 101.9 pour écouter Sud Radio. Sinon, il y a l'application, c'est vachement pratique. Ou le site internet, ou sur YouTube, ou sur Twitch, partout, c'est facile. Donc, à ma droite, il y a donc ce monsieur qui a une entreprise énorme. À ma gauche, il y a un monsieur qui a un pantalon qui vient de la même origine que le mien. On a la même marque, je sais où vous l'avez acheté. C'est des pantalons pour marcher avec des poches, c'est vachement pratique. Exact, ouais. Mais alors des fois, la poche gauche, elle a une fermeture éclair, et moi je préfère quand elle est comme sur le vôtre, à la poche droite. Oui, mais c'est les shorts qui sont... Ouais, exactement. Et donc vous faites du sport, vous marchez un peu, non? Oui, marche à pied, course, j'ai fait 22 Marjolman, donc, et puis beaucoup de vélo. Après avoir fait du foot, mais maintenant les articulations, ça va mieux avec le vélo. Ah, mais vous êtes en forme, vous avez quel âge? Vous êtes jeune? Je vais avoir 73 dans une semaine. Ah, c'est bien. Bah, vraiment, il est bien, hein. Il est bien, il est en état. Donc, j'ai fait aussi avec mes étudiants, j'ai fait 30 sommets de l'élevage et j'avais mis des podomètres, ça me faisait faire à peu près 35 km par jour. Ouais, c'est bien ça. Vous étudiez en quoi? Non, j'étais prof au lycée de Marmillat, Clermont-Ferrand. Ah ouais? Et donc je suis en train d'écrire l'histoire des 30 sommets de l'élevage qu'on a fait ensemble avec les étudiants. À Cournon? À Cournon, oui. Ah ouais? Bah vous connaissez sûrement Jean Jalat? Bien sûr, puisqu'il a été technicien dans Lozère et il prenait pension chez mes parents. Non. Quand je suis revenu d'Afrique, à l'époque, on s'est connus en Lozère, il prenait pension chez mes parents, donc il a participé à construire le lycée agricole d'aujourd'hui. Ouais. À l'époque, c'était du western, il n'y avait pas ni électricité ni rien du tout, et il venait bosser avec nous pour nous aider à construire les préfabriqués où on enseignait. Donc le Jean, il est toujours à Billon? Oui. Avec l'ail? Ils viennent de fêter la fête de l'ail, là, ils viennent de faire ça la semaine dernière. Je l'ai eu au téléphone avant de venir. Et c'est marrant parce que le Jean, pardon. Et on est aussi ensemble à AFDI, Agriculteurs Français Développement International, où je suis vice-président pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc il y a une trentaine d'années, à peu près, quand j'élevais des vaches, des salaires, Jean, il était venu composter mon fumier. En fait, le fumier, une vache, ça fait une grosse galette de bouse, de pisse et de paille, on va dire. Donc quand on jette ça dans des prés pour les enrichir, la galette, elle va mettre 10 ans à se déglinguer. Donc il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, tout notre Jean Jalat, donc on connaît bien, il est venu, il m'a dit mais tu sais qu'avec une CUMA, donc participer à la CUMA, on peut composter ton fumier. Ça veut dire que maintenant, le long des routes, en 2 mots, j'explique, ou vous pouvez expliquer, les tas de fumier, c'est plus des gros tas, on voit un tas très long, comme ça, le long, de manière à ce que la machine qui va passer comme une moulinette, en fait, pour découper toutes les grosses galettes de bouse et de paille, elle va les couper en tout petits morceaux de 3, 4, 5 cm. Donc c'est spectaculaire, c'est très beau, ça fait un très beau tas de fumier. Dans la journée, vous allez voir, la température monte à 60 degrés au moins. Donc ça tue comme... Expliquez-moi ce que ça fait exactement, vous qui savez. Ça tue les microbes qu'il peut y avoir, mais surtout ça accélère une préfermentation qui fait qu'il est utilisable par le sol beaucoup plus vite que du fumier. Voilà. Donc il y a une vingtaine d'années, 25 ans, je faisais ça pour enrichir mes prairies que, évidemment, j'ai jamais labouré. J'ai jamais cassé mes prairies, surtout en Auvergne. L'herbe, elle est dans le césalier, l'herbe, elle est extraordinaire. Elle est riche. Elle est très riche. Et alors donc, vous avez fait... Ah oui, mais c'est intéressant tout ce que vous avez à raconter sur l'agriculture. Et alors l'acide lactique, en 2 mots, dans l'ensilage, l'acide lactique, c'est un conservateur en fait. Oui.
Oui, puis c'est un précurseur de digestion, c'est-à-dire que en fait c'est de la choucroute, hein, c'est rien d'autre que ça. Par contre, c'est le bon acide parce que si par exemple on a de l'acide, si ça sent le vinaigre par exemple, eh bien c'est quand on fait du vin, voilà, faut se ramener à ça. Le vin, c'est le contrôle de la fermentation. On sait bien qu'il faut enclencher une fermentation et il faut pas aller plus loin pour en faire une autre. Ben, l'ensilage, c'est la même chose. Donc c'est une question de température. Il faut enclencher une fermentation et il faut pas aller plus loin. Si on va plus loin, eh ben on a loupé son ensilage. Ça va faire soit de la pourriture, soit faire quelque chose qui aura goût de vinaigre et que les vaches vont pas avoir envie de manger. Ah oui, donc c'est finalement plus technique que ce qu'on croit. Exactement. Je suis parfaitement d'accord. Même l'enrubanage, c'est très technique. Ça veut dire que l'enrubanage, les bottes de foin que vous voyez enveloppées dans du plastique, en fait, enfermées, il faut surtout pas qu'il y ait d'oxygène qui rentre après. Il faut pas les percer, en fait. Mais par contre, l'avantage que ça a, dans des régions comme les nôtres, où c'est que le climat est quand même pas facile, et où les pousses d'herbe sont très calibrées, l'herbe, c'est au moment de le début épiaison qu'elle a sa meilleure valeur. Et on n'est pas sûr qu'il va faire beau à ce moment-là. Tandis qu'en faisant de l'ensilage ou de l'enrubanage, on peut ramasser cette qualité-là, et puis ensuite, ça permet une repousse derrière, éventuellement, si on a un peu de pluie derrière. Ouais. Donc c'est une sécurité pour des éleveurs, c'est une sécurité. Alors c'est sûr que si on élève des aubracs, et c'est pareil pour les salaires, on dit c'est des vaches accordéons, elles peuvent s'accorder de bien manger un moment, moins à l'autre. Mais si on fait de la production laitière, là, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que la moindre baisse, elle est irrécupérable. On revient un peu, mais on reviendra jamais au niveau où on était. Donc il faut qu'on reste à ce niveau-là. Ouais. Et l'ensilage ou l'enrubanage, c'est une sécurité supplémentaire. Tout en restant naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout de produits à l'intérieur, ni rien du tout. C'est juste, il faut ramener ça à la comparaison noble du vin. Oh, le vin, on dit c'est un produit noble, oui, mais c'est un produit dans lequel on conserve, on maîtrise la fermentation, sinon on a du vinaigre. Exactement. L'ensilage, c'est un produit tout aussi noble, avec de l'herbe, et il faut maîtriser cette fermentation. Il ne faut pas le rater. Voilà. Ouais, faut pas le rater. Exactement. Ah, c'est bien, j'aime bien vous entendre parler. Ah non, c'est vrai. Et donc vous avez fait un livre avec mon voisin de droite. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'était une belle expérience. Ah ouais, d'abord, c'est 48 producteurs, comme la Lozère. Ouais. Et puis d'abord, on va commencer par le titre, parce que j'ai fait les 48 histoires, donc. Et j'ai fait les 48 histoires. Oui, c'est. Mais il faut qu'elles viennent. Marie-Claude sera là, et c'est le dernier chapitre. Et quand il a fallu trouver un titre à ça, ça m'est venu de façon naturelle, des femmes et des hommes, une histoire de passion, parce que ce qui se dégageait chez tous, mais vraiment chez tous, c'était la passion. Et là-dedans, on a deux catégories. On a la catégorie, je vais dire, des vieilles générations, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont repris la ferme familiale, on va même jusqu'à la 5e génération, donc ceux-là, ils sont vraiment implantés. Et on a une autre catégorie, presque pour moitié, des gens venus d'ailleurs. Et là, le facteur commun, c'est la passion. Mais dans ceux qui, alors, il y a un autre facteur commun aux anciens et à ceux qui sont venus, c'est la valeur, la notion patrimoniale. C'est-à-dire que tous, ils font ce métier-là, apiculteurs, producteurs de fromage, etc., pour gagner leur vie. Mais au-delà, tous ont évoqué l'aspect patrimonial de leur paysage, des petits monuments qu'il peut y avoir sur ou autour de leur exploitation. Et ça, c'est un attachement important. Et puis l'autre point important pour la Lozère, c'est que ce qui est commun à ceux qui sont venus, tous ont souligné l'accueil qu'ils avaient ici. Beaucoup ont fait des expériences ailleurs, et ici, ils ont dit, on nous a déroulé le tapis. Et ce n'est pas rien. Par exemple, si on prend l'atelier du miel et de la châtaigne, ils étaient tous les deux cadres supérieurs à Orange. Quand ils sont venus à Lozère, ils étaient exigeants, on va dire, parce qu'ils avaient le choix, ils avaient de bonnes indemnités qu'ils avaient pris quand il y a eu la restructuration. Ouais. Donc ils pouvaient se poser n'importe où. Et ils disent, c'est vraiment la Lozère qui nous a accueillis. Et on peut le dire pour la plupart, pour tous les autres, tous, c'est vraiment les 3 points. Passion, patrimoine et accueil de la région. L'accueil, c'est très important, puisque la démarche des personnes qui changent de vie, de territoire de vie, en fait, des régions parisiennes ou lyonnaises, complètement. Et qui arrivent, au fin fond des Cévennes, dans des coins complètement perdus, où c'est qu'il faut faire 100 mètres de marche arrière pour arriver à faire demi-tour. C'est des gens qui étaient cadres à Paris et qui sont revenus sur la ferme
qui était, quand ils sont revenus, il y en a un, le deuxième là qui fait de la châtaigne, qui a développé maintenant qui fait de la bière, qui est très connu. Il a pris la ferme, le fumier et le foin se déplaçaient pratiquement en le faisant glisser dans la pente. Ah ouais. Donc oui, ils étaient conscients de la région où ils revenaient. Voilà. Donc vous croyez qu'il y a un avenir dans les campagnes, les campagnes on va dire, avec tous ces des accourus. J'ai un copain, il appelait ça les accourus, les gens qui viennent des villes pour habiter ailleurs et faire autre chose. Oui, puis il y a un autre facteur qui est important. J'ai toujours gardé, où que je sois passé, j'ai gardé mon accent lozérien. Et quand je fais pendant l'intervention, parce que je fais beaucoup de coopération internationale, c'était une des missions de l'enseignement agricole, chaque fois je me fais charrier sur mon accent. Et il y a 10 ans, je disais... Oui, ok, mais quand la mode des robes longues est revenue, ma grand-mère les avait pas encore quittées. Donc il y a eu un moment où elle était en avance. Ouais, bien et sûr. Maintenant, je le dis plus en rigolant, parce que la Lozère, dans la ronde du progrès, elle a perdu un tour, mais quelqu'un qui rentre dans le stade aujourd'hui, il trouve la Lozère en tête. Pourquoi? Parce que l'agroécologie, ils en faisaient sans le savoir, et les circuits courts, si vous regardez, des magasins de producteurs, il y en a partout. Donc aujourd'hui, la Lozère se retrouve, à force d'être en retard, elle est paradoxalement très en avance. Les paysages n'ont pas été dégradés, il n'y a pas eu de pollution, etc. Donc je trouve que c'est un sacré atout aussi pour des gens qui reviennent, parce qu'aujourd'hui on voit bien que ces valeurs-là, tout le monde est en train plus ou moins de les rechercher, sans savoir trop comment s'y intégrer. Et ben là, il n'y a plus qu'à s'y poser. Eh ben non, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Non, exactement. Donc, et en fait, c'est ça qui manque, c'est qu'on n'a pas trouvé le mode d'emploi, parce qu'en fait, ça n'a jamais intéressé beaucoup de gens. Oui. Ces changements de vie. Peut-être ils sont plus conscients. La génération on va dire de 68 en quelque sorte, qui sont venus dans les Cévennes, il y a eu une sacrée sélection, il en reste. Et il y en a qui sont dans ce livre-là qui sont extraordinaires. Il y en a un d'ailleurs, quand j'ai eu fini avec lui comme prof, je lui ai dit, mais pourquoi vous faites pas visiter à des lycées agricoles, Il me dit, m'en parlez plus. J'ai fait visiter un jour à Supagro de Montpellier, et au bout de 3/4 d'heure, c'était parce que ils arrivaient, ils voulaient, lui il avait des histoires à raconter, et eux ils venaient chercher 200 critères chiffrés. Le rendement à l'hectare, les emprunts à court terme, moyen terme, etc. Lui, il avait aucune notion de ça, il n'a jamais eu d'emprunt. Ouais. Mais sauf qu'il avait des histoires à raconter par rapport à son territoire et la vie qu'il avait vécue puisqu'il arrivait en bout de carrière. Et ça, c'est dommage qu'ils n'étaient pas prêts, on ne les avait pas préparés à entendre ça. Et je trouve que c'est tout l'intérêt moi je trouve que c'est une idée géniale, plutôt que de fêter les 10 ans de IPRU au lieu de faire une grosse promotion classique, de sortir un truc qui servira de marqueur en quelque sorte. Oui. Alors il est sorti quand le livre? Il y a longtemps? Non, c'était 2005 quoi. 2000, il y a 5 ou 6 ans, ouais. D'accord. On a mis 2 ans à le faire, avec des photos de Jean-François Salle. Et c'était une belle aventure. Ça a été une belle aventure et une découverte, parce qu'on connaît des fois les producteurs, on les connaît par leurs produits, par les échanges, mais pas par rapport à leur vie. Ah oui. Voilà. Et alors, c'est difficile de raconter un livre à la radio dans la mesure où c'est pas facile de parler des photos, mais on peut. La jeune femme qui est assise, oui, je veux bien qu'elle vienne. Mais, du coup, elle va prendre votre place. Voilà. Je garde le micro. Enfin, juste, il y avait pour chacun, il y avait trois thèmes. C'est Merci. Voilà. Merci. Asseyez-vous, vous êtes assis, c'est bien. Juste pour chacun, me disait mon voisin de gauche, on parle du livre toujours, On est à Mende, donc ici Sud Radio 101.9, on est à Mende, et un livre, voilà, qui a été fait par le monsieur qui est à ma gauche, et le monsieur que vous venez de remplacer, voilà. Donc vous êtes qui? Vous êtes Marie-Claude? Vous avez tout. C'est écrit. J'ai pas de mérite, c'est écrit dans le livre. Donc il y avait 3 critères, vous me disiez. Oui, dans tous les chapitres, et c'est dans le désordre suivant les personnalités, c'est un lieu particulier, un produit particulier, et c'est pas la promotion du produit, c'est pourquoi ce produit-là et une aventure particulière. Comment ils sont arrivés là? Qu'est-ce qui les a amenés à s'installer? Alors je lis le livre, donc Marie-Claude et Marc Brun, fromage. Le Sauvigné, c'est l'endroit, je présume, est un joli petit village. Le Sauvigné est un petit village, voilà. Rue Hauteur de Randon, où il fait bon vivre, niché au cœur de 3 vallées, il abrite 3 belles exploitations agricoles, la plus vieille famille du village. En 1765, c'est ça, on trouve déjà trace d'un Brun sabotier, c'est ça? C'est bien ça. C'est votre famille?
C'est la famille de mon époux. Ah, il est vieux, il a quel âge? 150 ans? 140 ans, il a quel âge? Non, je l'ai connu beaucoup plus jeune. Et donc l'aventure, tous les deux, donc on a décidé de s'installer ensemble. Donc du coup, mon mari avait repris l'exploitation en 89 et je l'ai connu après coup. Et c'était un passionné de son métier et il a su me le transmettre parce que moi, je n'étais pas du tout partie pour ce métier-là. Voilà, vous veniez d'où? Alors moi, j'étais fille d'agriculteur, c'est vrai, mais je voulais partir plus dans le commerce. Pour quitter l'agriculture, quoi. J'aimais toujours ce côté-là. J'avais quand même, j'avais cette fibre-là, mais. Et c'était quoi, des vaches, des céréales? C'était des moutons. Ah, des moutons. Ici, en Lozère, il faut pas oublier, on va dire que c'est la deuxième activité de la Lozère, c'est le monde agricole. Donc on est beaucoup issus du monde agricole. Et je suis fille d'agriculteur, mais j'avais vu beaucoup mes parents travailler. Je me disais non, pas ce métier-là. Et finalement, après, c'est avec des aménagements qu'on arrive à faciliter le travail. Il faut reconnaître qu'il y a des gros investissements. Après, je reconnais qu'il y a aussi beaucoup de contraintes dans notre métier, mais ça fait partie de tous les métiers. Ouais, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les métiers. Voilà. Ben nous, c'est pas un inconvénient, mais on est obligé de gagner un peu d'argent, donc vas-y, Jamel. Je disais qu'on est dans une société incroyable quand même, non, où tout est mélangé, quoi, non? Oui, dans une époque formidable. Ah, il rigole. Non, mais c'est vrai, on vit une époque extraordinaire où, malgré tout, on est influencé par, oui, des publicités, des choses comme ça, où on nous dit ceci, on nous dit cela. Et les gens qui changent de vie, qui changent d'existence, de lieu de vie et tout, avec femmes, hommes, enfants, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est quand même dire non aux sollicitations. En gros, on nous incite à acheter des trucs, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Dans notre société, non? Oui, on est influencé par la publicité, mais après, ce qu'on recherche aussi, c'est le goût et le savoir-vivre. Et je pense que ça. Ah ouais, voilà. Mais il faut oser le faire, hein. Faut quand oui, même, après, nous, ça a été facilitateur. On est enracinés en Lozère, quand même. Ah, nous, on a eu hier à Brioude Linda, donc, qui sera la femme du jour pour moi dans ma tête sur l'émission de Brioude qu'on a fait à Brioude. Donc, elle est suédoise, elle a une patate incroyable. Son mari, il est français. Et ils ont quitté Paris et tout pour s'installer en Auvergne dans une petite ferme, enfin une ferme, mais ils le font, quoi. Ils ont réussi à avoir avec un atelier de découpe, faire du saucisson, des trucs, c'est exactement votre démarche à vous, quoi. Parce qu'il faut le faire. Arriver à un bout de saucisson, ça se fait pas en claquant des doigts, quoi. C'est des jours, des heures, des étés, des hivers, etc. Et même le fromage que j'ai devant moi, c'est combien de volume, de litres de lait, ce fromage-là? Il faut pas oublier que pour faire 1 kilo de fromage, il faut 10 litres de lait. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'imagine pas qu'il faut autant de lait. Non. Et il faut pas oublier, donc c'est un fromage au lait cru. Qui dit lait cru, sensible à l'alimentation des vaches. Donc je mets beaucoup l'accent là-dessus, parce que la faune et la flore, on a quand même une diversité à ce niveau-là. Et on est privilégié. Je le vois rien que moi, quand je transforme, d'une parcelle à une autre, j'ai pas exactement le même produit. Donc les amateurs de mes fromages, ils savent qu'ils n'auront pas exactement le même fromage aujourd'hui que ceux qu'ils auront dans 2 mois. Parce que déjà, il y a le facteur météo, il y a le facteur herbe, qualité de l'herbe. Ouais. Si c'est une période sèche, inévitablement, je vais avoir un fromage plus sec. Mais à côté de ça, vous avez un fromage qui a du goût. Voilà. Et qui a un caractère. Et donc, vous avez combien d'hectares de prairies? Alors nous, on exploite 110 hectares. Oh, il y a de l'arbre, il y a des arbres un peu. C'est très embroussaillé. Donc vous avez vu, maintenant pour les primes, les gars, ils vérifient avec des drones, avec des satellites et tout. C'est pas faux, c'est pas donc faux. Ils vous disent, ah mais là vous avez un peu de bois qui a repoussé, donc je sais, moi je l'ai vécu. Il n'y avait pas de satellite encore à l'époque, je disais, mais c'est quoi là? Ah non, mais vous avez du bois, donc ça fait 1,5 hectare de moins ou 1 hectare de moins. Oui, mais maintenant on revient, parce qu'on fait les bilans carbone maintenant. Il faut garder les... Ah, vas-y, racontez-moi. On garde les haies, il faut maintenir les haies. Évidemment. Évidemment. On a besoin de haies. Mais après, il ne faut pas oublier une chose, malgré tout, il faut quand même les maintenir. Parce que s'il n'y a plus d'exploitants, ça va s'embroussailler très très vite. Ah bah, s'il n'y a plus de paysans, c'est affreux. Ça. Donc c'est là-dessus où la Lozère, elle est à la limite. C'est-à-dire qu'il faut tenir quand même un certain tissu économique. Et c'est ce qui me fait un peu peur aujourd'hui, c'est que quand même on a un département qui est quand même défavorisé en termes d'infrastructures routières. C'est il faut faire pour faire 100 km, il faut 1h30 pour rejoindre une ville la plus proche. Et c'est un atout, certes, parce qu'on a un côté préservé, mais si on veut maintenir un tissu économique, c'est-à-dire quelques entreprises qui amènent des emplois
et qui maintiennent notre tissu économique, il faut quand même une infrastructure routière. Alors qu'est-ce qui pourrait s'installer comme entreprise? Moi je privilégie entreprise, il faudrait travailler sur le bois puisqu'on a quand même une quantité de bois. Après tout ce qui est tertiaire, c'est le premier secteur d'activité en Lozère, et on travaille sur le tourisme. Alors préservons notre territoire, ne mettons pas des éoliennes. C'est compliqué, hein. Et vous n'avez pas d'usine à pellets, à granulés de bois? Il n'y a pas, pas de ça ici? Si. Ah bah ouais. On a beaucoup, oui, mais c'est le nouveau chauffage aussi. C'est le nouveau chauffage, sauf qu'il faut qu'il y ait un peu d'électricité quand même pour que le poêle fonctionne. C'est ça. Il faut pas que le prix des pellets double ou triple, parce que on les retient un peu pour ne pas les vendre au bon moment. C'est compliqué. C'est compliqué. Après, on a d'autres, il y a les panneaux solaires qui peuvent aussi être un facteur. Et on a quand même, on est le pays des sources. Il faut pas oublier qu'on a beaucoup de départs de sources aussi en Lozère. Quand le maire nous parlait de la pêche tout à l'heure. 437 ruisseaux qui sortent, pas un qui rentre. Comment? 437 ruisseaux ou rivières qui sortent de Lozère et pas un qui rentre. Ah, c'est joli. Donc on approvisionne beaucoup de fleuves. Oui, bien sûr. Donc vous avez le Rhône, vous avez la Loire et vous avez la Lot et la Garonne. Bon, faites-les payer. Vous faites un péage d'eau. Non, je rigole. Non, mais on a une agriculture qui est très préservée, donc cette eau, elle est pure. Et on a une grande atout à ce niveau-là. Et vous avez de l'eau dans tous les prés ou L'eau, c'est ce qui impressionne souvent quand on a des jeunes stagiaires qui viennent de l'extérieur. Ils voient de l'eau partout dans nos parcelles. Oh là là. Oh, quelle chance. On a cette chance-là. On a cette chance-là. C'est un problème. Et on est plus haut département d'altitude, en moyenne d'altitude. D'accord. Il faut pas l'oublier, ça. C'est une chance, On a vraiment, et une diversité de paysages. Franchement, la Lozère, c'est vraiment la carte postale. Vous avez le Cos, les gorges du Tarn, les Cévennes, l'Aubrac et la Margeride. Ne l'oublions pas, notre Margeride. Parce qu'elle est souvent oubliée, notre Margeride. Le monsieur qui est là-bas avec le t-shirt bleu qui nous a accueillis hier avec Betty, c'est ce qu'il nous disait hier. Il nous disait, viens, venez dire un mot quand même, on ne l'a même pas entendu. En fait, il y a 4 régions ici. Oui, c'est riche. Très marqués et on les change. On change vraiment au mètre près. C'est-à-dire quand je suis descendu tout à l'heure au Chastel-Nouvelle, pof, je suis passé dans un terrain corse. Quand je sors de la Margeride sur un virage, je rentre dans l'Aubrac. C'est clac. Et c'est des mentalités différentes, c'est des paysages différents, c'est des modes de vie différents, mais finalement qui sont bien complémentaires. Ce que j'allais dire. Et puis qui ont aussi toujours ce côté-là, patrimonial, parce que chacun est vraiment attaché à sa région. Quand tu dis la Margeride, c'est vrai qu'on déplore toutes les émissions de télé. À chaque fois, on est sûr qu'on va voir le Cos, et c'est très bien, qu'on va voir les Cévennes, c'est très bien, qu'on va voir l'Aubrac. Et on oublie la Margeride, qui a été citée il y a 2 ans par Le Monde comme étant la région la plus belle de France, quoi. Et donc, parce elle alterne les reliefs, elle alterne les bois, les prairies, les champs, donc l'harmonie des couleurs. Les 4 saisons sont bien marquées, donc chacune a ses couleurs. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus, quoi. C'est compliqué d'avoir accès à ces médias nationaux, on va dire. C'est compliqué. Vous nous donnez cette chance-là aujourd'hui. Ouais. Bon, on essaie. Moi, c'est par vraiment envie et curiosité. C'est vrai que j'ai élevé des vaches et c'est vrai que ça me touche vraiment, quoi. J'ai jamais labouré mes prairies, j'ai jamais foutu de saloperie dessus et tout, et parce que c'était mon choix, mon plaisir. J'ai eu aucune prime, j'ai commencé à faire paysan, j'avais 50 ans, donc j'étais pas jeune agriculteur, tu vois. Mais j'ai toujours, la seule envie que j'ai eue dans ma vie, c'était d'élever des vaches. C'est un peu bête, quoi. Et donc c'est vrai que la salaire pour moi, l'Aubrac est magnifique, mais pour moi c'est la plus belle vache du monde. Ah non, je l'ai fait avec un plaisir pendant 10 ans, mais vraiment, du plaisir, j'adore. Et donc, je vous comprends parfaitement, quoi. C'est viscéral, je comprends parfaitement ce que vous dites. Même sans les mots, je ressens. Ou ce que tu dis, tu vois. C'est un métier passion. Il ne faut pas compter les heures. Et c'est vrai qu'on a quand même des facilitateurs. On a quand même, aujourd'hui, le travail quand même. On arrive à aménager nos structures. Et on a quand même, j'ai eu quand même la chance c'est-à-dire que quand même, il faut quand même, je en parle aujourd'hui, c'est que mon principal client est Hyper U et qui fait beaucoup travailler, nous, les producteurs. Et la mise en avant de nos produits. Et ça, sans lui, je ne serais pas arrivée aujourd'hui à ce qu'on a pu développer notre exploitation. Bien sûr. Oui, je crois que quand même, il faut mettre une note d'optimisme là-dedans. C'est que dans l'installation des jeunes,
Aujourd'hui, on installe proportionnellement bien plus en Lozère que dans d'autres départements. Et en particulier la région parisienne. Moi, j'ai trouvé un ancien élève qui m'a dit, qui travaille dans une banque dans la Beauce, il m'a dit, j'ai certainement fait la dernière installation familiale et encore, il a fallu qu'il rentre ses fournisseurs dans le capital pour arriver à rentrer. Ici, il y a plein de jeunes qui s'installent et qui sont passionnés. Ils savent à quoi ils s'engagent, tout ce qu'a dit Marie-Claude tout à l'heure, mais on a des jeunes passionnés. Et puis, on retrouve aussi, il y avait un mot qui avait disparu de l'agriculture, c'était le mot mutuel. On avait le crédit agricole mutuel, le Groupama, c'était les assurances mutuelles, etc. Puis ça avait disparu. Mais en Lozère, ça n'a pas tout à fait disparu non plus. Ça veut dire, si on parle de la CUMA, par exemple, elle est assez spéciale. C'est une grosse CUMA, finalement. Sauf que, au lieu de tout concentrer en endroit... CUMA, il faut le dire, parce qu'il y a coopérative d'utilisation de matériel agricole. On est plusieurs à utiliser le même matériel. Voilà, c'est de plusieurs à utiliser. C'est ce que Jean Jalam avait fait rentrer dans la CUMA pour composter mon Mais fumier. l'originalité, moi, je trouve, c'est que c'est les paysans qui, chacun, sont responsables d'un matériel. Et au-delà de cette responsabilité, c'est un facteur, c'est un peu comme les fruitières dans le Jura, c'est un facteur de rencontre. Je viens chercher la bétaillère chez un tel, bien sûr, quand je viens la chercher, je suis pressé, je prends la bétaillère. Mais quand je la ramène, j'ai 5 minutes pour discuter, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Pareil pour le semoir, pareil pour les autres éléments. Et donc, je pense que c'est un élément qui fait que les gens sont moins isolés qu'ailleurs. De lien. Parce que c'est le problème du paysan. Le paysan qui bosse 18 heures par jour dans son coin et qui à un moment se dit, mais j'ai qui autour de moi, quoi. Eh bien, ici, il y a toujours ce lien social qui est important. Et je pense que dans des périodes difficiles comme l'hiver, etc., où on voit pas grand monde, c'est important que ce lien se maintienne. Et on voit bien dans les villages, les fêtes de four, etc., tout ça qui revivent. Ah non, c'est bien. Hein. Oui, on est un département où on est très solidaire. Ouais, on a besoin d'un coup de main, on arrive à se serrer les coudes. C'est un atout. C'est vrai qu'on est peu peuplé, on est aussi le département le moins peuplé, ça il faut pas l'oublier. C'est pas mal. Et ce qui permet, à côté de ça, d'être très solidaire. Si on voit que un volet pas ouvert, on va se soucier de notre voisine qui a pas ouvert ses volets. On va se soucier du voisin qui peut-être a du mal. Aujourd'hui, il a des difficultés à déplacer ses vaches, mais on va lui donner un coup de main. On est très solidaire. Oui, mais les villages, un village c'est ça. Les gens, évidemment, tout le monde regarde tout le monde, mais en même temps, en effet, même à Blel où on est tout le temps, si les volets sont pas ouverts, tout le monde vient voir en disant pourquoi il a pas ouvert ses volets. Non, c'est bien, c'est intéressant. Je vois même pour le ramassage scolaire à l'époque, on était 3 voisines, on alternait à tour de rôle, histoire de pas partir pour notre bilan carbone, mais on n'y allait qu'une fois par à tour de rôle. Bah ouais, mais je comprends. Voilà, c'est ça. Alors, je reviens à vous, mais 2 mots avec le monsieur en t-shirt bleu qui nous a accueillis hier avec Betty. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Alors moi, je suis Jean-Luc, je suis l'agent d'accueil. Je suis l'agent d'accueil du musée du Gévaudan. Voilà, donc le monsieur en t-shirt bleu, je disais, vous êtes qui et vous faites quoi exactement? Pardon. Alors moi je suis Jean-Luc, l'agent d'accueil du musée du Gévaudan. Donc voilà, j'ai pu vous accueillir ici, dans ce beau musée du Gévaudan. Donc moi je suis l'agent d'accueil et une partie aussi technique, tout ce qui est technique, alors que j'ai mon collègue qui est Aimé aussi, qui est lui agent d'accueil mais plus administratif. Donc voilà, nous sommes là avec une équipe de 6 personnes. C'est un porte-avions, hein, c'est un gros bateau. Hein. Oui, un gros et beau bateau. C'est ce que j'allais. Il y a quelle surface en surface d'exposition, 1200 mètres. Ah ouais, 1200 mètres. Sur 2 étages. Sur 2 étages. C'est compliqué à chauffer, à éclairer, à ouvrir, à fermer. Non, c'est pas compliqué. Ça se fait naturellement et c'est bien fait, c'est bien géré. Donc tout est beau. Tout est électronique, tout est technique. C'est agréable de travailler dans un endroit comme celui-là. Ah ben voilà, c'est très agréable. Donc vous voyez déjà le hall d'accueil. Donc les gens rentrent, sont contents. Donc pour nous, au niveau de l'accueil, c'est sympa. C'est marrant. Et a priori, c'est un endroit qui fait pas peur, mais tu te dis mince, on est enfermé entre des murs. En fait, pas du tout. Ça devient vite chaleureux. Et on rappelle que le musée est gratuit. C'est ça qui fait la particularité, il faut le rappeler. Mais heureusement qu'il est là. Le musée du Gévaudan, il est gratuit.
et on peut venir en profiter en famille. On a vu plein d'activités. On l'a visité hier en avant-première, juste pour nous. On peut le rappeler, Gérard. Magnifique. Il faut venir quand on passe par là. Il faut venir le. Magnifique. passer. Je me suis arrêté près du crâne. Il y a un crâne avec un trou. Donc il trépanait les gens il y a 4000 ans, 5000 ans. Un trou, mais un trou, tu passes ton pouce dans le trou, quoi. Et donc avec Betty, la jeune fille qui est là, elle nous posait la question. Enfin, elle nous expliquait pourquoi on trépanait les gens. Donc c'était peut-être pas forcément pour les soigner, pour un truc compliqué, mais peut-être, hein, c'est ce que vous disiez, pour les faire accéder à des pouvoirs comme des Indiens qui se défoncent ou des trucs dans ce genre-là. C'est étrange de faire un trou dans le crâne. Oh, ça va vachement mieux, moi. Ah oui, alors, oh bah j'arrête la télé. Non, mais tu vois, c'est étrange. Qu'est-ce que vous alliez dire, mon voisin de gauche? Non, dans les autres solidarités, par exemple, c'est le gilet que je porte qui m'y fait penser. Mende a organisé le Mondial de la Brune. C'est un gros événement, c'était la première fois en France et c'était ensuite, ils ont réussi à le prendre au Space de Rennes et à le prendre à Dijon qui était candidat. Donc c'est la petite ville de Mende. Mais ce que je voudrais dire, c'est que habituellement on le voit bien et je le vois particulièrement au sommet des vaches, chaque race est un village et ces villages se regardent de loin. Eh bien ici c'était le Mondial de la Brune, mais si on allait au bar, on était servi par les responsables du Charolais, si on allait dans un autre truc, on était servi par ceux du Limousin. Toutes les races de l'Ozérienne ont joué le jeu pour faire que cet événement-là, ça soit la fierté du département, au-delà des races. Donc ça, c'est pas aussi évident que ça, parce que pour bien connaître le milieu de l'élevage, chacun est sur sa race et s'y tient. C'est vrai. Eh bien, Mende, là, c'est la première fois que j'ai vu ça, travailler de façon aussi solidaire pour le montage, le démontage et puis l'animation. Toutes les races étaient là. Très bien. Non, mais je croyais que Jamel envoyait des pubs, moi. Non? Mais oui, vas-y donc. Je regarde Antoine et je rigole. Ça va, Antoine? Formidable, faut juste envoyer les pubs. Non, mais c'est bien. Et on est donc on est où? On est où? On est à Mende. Ça fait 47 fois qu'on le dit. Non, on est à Mende. Donc c'est 101.9 brutalement. À ma droite, j'ai Betty, puis à ma gauche, j'ai une dame, mais je sais pas qui elle est. Alors vous allez me dire, Betty. C'est Elisabeth Minet-Trenol, élue ville de Mende, entre autres. Bonjour. Et alors, quel est votre poste? C'est difficile. Alors moi, je suis adjoint au maire à la ville de Mende et je suis en charge de l'attractivité de la ville. Oh là 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 là. Il est où le maire? Il est là-bas. Et donc, bon, ça va. Il est pas facile, mais c'est ce qu'il veut. Non, il est très bien. Très bien. Non. Oh, bon, non, puis il est pêcheur. Il est pêcheur. Il est pêcheur. Ah, voilà. Il est pêcheur et il habite à Arzène de Randon et ça change tout, quoi. Donc l'attractivité de la ville, c'est? L'attractivité de la ville, c'est faire vivre cette ville, alors aussi bien patrimonialement, touristiquement, et également les commerces. Donc c'est vrai que je suis présidente du pays d'art et d'histoire également, qui a investi ce rez-de-chaussée du musée. Mais à côté de ça, je crois qu'il faut conduire une politique d'attractivité, c'est-à-dire qu'il faut tout faire avancer ensemble, aussi bien le patrimoine, le tourisme que les commerces. Le dynamisme du centre-ville, c'est très important. Alors tourisme, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'hôtels ici, hein. Il y a des hôtels, on aimerait un peu plus d'hôtels, mais ça va quand même pour l'instant. Les hôtels sont dans la ville ou à l'extérieur? Vous avez des chambres d'hôtes? On a des chambres d'hôtes, on a des Airbnb, beaucoup dans le centre-ville historique. Voilà, et on a des hôtels qui sont intéressants. Et c'est marrant, j'ai pas vu beaucoup de chevaux ici. Il y a des gens qui circulent à cheval un peu ou pas? Mais oui, tout à fait. Est-ce que c'est développé de ce tourisme équestre, on va dire? Des randonnées, des choses comme ça, pas beaucoup, on dirait. Pas beaucoup, non. Oh, pourtant, c'est magnifique. Oh, quand on passe en voiture, là, non, mais dans les forêts, les chemins qu'il doit y avoir dans les bois. On a des très belles régions autour de Mende, en plus. Mende est à la rencontre de 4 régions voilà, c'est sensationnelles. C'est ce que hier. Vous en parliez. Ah ouais. Ah ouais, et donc on disait que ça change, mais vraiment, tac, à 2 mètres près, on n'est plus dans la même région. Parce que Mende est au carrefour de 3 roches qui donnent 3 paysages tout à fait différents. Ah ouais, c'est incroyable. Je sais pas comment ça a dû se passer il y a des milliers d'années. Ça devait être un sacré bordel. J'allais dire non, mais ça devait être compliqué quand même. Moi, je me souviens très très bien de l'époque des volcans en Auvergne. J'y étais. Ah oui. Non, mais le bouleversement, l'énergie que ça devait dégager. Bon, alors donc vous avez aujourd'hui une mission
particulière là aujourd'hui là? Nous, on a une émission ce jour. Là. Ouais. Faire de la radio avec vous. Oui, et après, voilà, et après, dans la journée? Dans la journée, non, aujourd'hui, ça va être une journée calme, mais toujours avec la volonté de développer des lieux comme ici, de rénover du patrimoine, de faire exister des jolis bâtiments dans le centre-ville. On a rénové une ancienne pharmacie que l'on a, qui est là à 2 rues, quoi. Ah oui? Oui, on a. Ah, on n'a pas vu. Ah oui, et on est passé plusieurs fois devant une librairie, non? Avec l'enseigne, elle est un peu gris-vert, vieillotte, dans le bas de la rue, juste avant un grand parking à gauche. Quand on descend une rue, il y a une librairie Chaptal. Oui, complètement. Les petits papiers. Elle existe les petits toujours. Papiers, oui. C'est top, hein, ça a l'air d'être dans son jus. Bah, tout à fait. Après, il y a une nouvelle librairie. L'ancien gérant de la librairie a pris sa retraite et il y a ça se poursuit. Elle s'appelle maintenant Les Petits Papiers, mais il y a toujours cette belle façade. C'est joli, non? Très. Ah oui. Et vous, Betty, comment vous êtes arrivée là, ici? Ici au musée ou ici en Lozère? Ben, les deux. Les deux. Alors, ici en Lozère, par alliance. En général, c'est l'inverse. C'est l'homme qui suit la femme. Non, bah là, c'est... Et puis, ici au musée, j'ai postulé sur ce poste. La mairie a eu l'intelligence d'ouvrir un poste de chargé des publics 1 an avant l'ouverture, ce qui est très intelligent. Parce que j'ai pu contribuer disons, en général, les gens qui font les visites et tout, on les fait arriver 1 mois avant l'ouverture du musée en disant voilà, le contenu est prêt, débrouille-toi, fais des visites. Et là, c'est génial d'avoir pu arriver aussi longtemps avant parce que j'ai pu faire des propositions pour une meilleure accessibilité, rédiger les textes pour qu'ils soient pas jargonnants, pas élitistes, vraiment construire avec toute l'équipe du musée. C'était voilà, une très très belle aventure. Et alors comment on arrive, moi ça m'inquiète, enfin non, ça m'interpelle toujours, comme on dit, les études qu'on fait pour arriver aujourd'hui dans un... Moi j'ai pas fait, enfin j'ai voulu faire des études mais j'ai arrêté, la radio m'est tombée dessus par hasard, c'est vrai, pour vivre, pour manger. J'en suis très content parce que j'aime bien ce sport, c'est un exercice marrant. Mais vous, quel genre de cursus vous avez suivi ? Alors moi, il faut savoir que j'étais passionnée de musée avant même de commencer mes études. J'ai fait mes premières visites guidées à 16 ans, en anglais, dans un autre pays. C'est vraiment une passion et après j'ai essayé, avec mes études, de me rapprocher de ce milieu professionnellement. Donc j'ai fait des études d'art plastique et puis de scénographie et de commissariat d'exposition. D'accord, et pourquoi en anglais? Pourquoi dans un autre pays? J'ai été jeune fille au pair au Canada. Voilà, je suis partie... Dans quelle partie du Canada? J'étais en Nouvelle-Écosse. Vous savez, là où il y a les incendies terribles en ce moment. Bien sûr. Donc voilà, ils avaient un gros musée, ils étaient contents d'avoir un guide francophone. Et... En Nouvelle-Écosse, c'était où? À Halifax. Vous connaissez? Ah bah ouais, je connais, je suis allé voir des homards. Oui, ouais, très connu pour les homards, effectivement. Bien sûr. Ah ouais, et je suis allé aussi à un endroit qui s'appelle Prince Rupert. C'est joli, non? Nouvelle-Écosse, les maisons sont peintes en blanc, en jaune, en vert, Nova Scotia. Ah ouais, ah, c'est drôle. J'aime bien ce territoire. C'est vachement agréable. Mais il y a des gens qui parlent français un peu, c'est difficile à comprendre, mais bon. Il y a des Cajuns encore qui sont restés un petit peu là-bas. Ah, c'est drôle d'être allé là-bas. Voilà, donc après avoir travaillé dans plusieurs musées et mes études, et j'ai eu la chance de pouvoir arriver ici et travailler au musée du Gévaudan. On n'a pas toujours dans une vie de professionnel de musée l'occasion de participer à la construction depuis le départ, ouais, non, mais... à l'ouverture d'un lieu aussi chouette. Ah ouais, c'est chouette. Et la visite d'hier, c'était top, hein. On était tous les 3, donc on voulait voir quand même. Bon, il y a le bouquin, bien entendu, que j'ai sous les yeux, pas celui-là, mais le bouquin du musée, pour revisiter les salles, tu vois. Mais sinon, on peut pas y aller. C'est absolument magnifique. Et c'est vrai que à Copenhague, le musée le Louisiana qu'on aime bien avec ma femme, parce que j'ai une femme c'est la même depuis 47 ans, je peux le dire quand même. On adore aller là-bas à Copenhague parce que il y a un peu la même ambiance qu'ici. C'est soft, c'est doux, tu vois. Là, c'est magnifique. Et donc, merci Betty. Ouais, merci pour ce que vous êtes, comme vous êtes, nous avoir accueillis hier avec le sportif, et il est en forme lui. Hein. Bah, merci à vous. Ce qui est chouette ici, c'est qu'on aime bien, ça fait partie de l'état d'esprit lozérien aussi, on aime bien accueillir les gens. Et dans le musée du Gévaudan, c'est ce qu'on a voulu mettre en place. Il y a un petit coin café, il y a des jeux pour les enfants, on veut pas être ennuyeux, élitiste, voilà, on s'adresse à tout le monde, c'est un musée où on peut vivre.
Et c'est également un musée participatif aussi, il faut le dire aussi aux gens, ils peuvent venir participer. C'est ça, ils peuvent venir participer, ils peuvent venir troquer leurs petites graines de leur jardin, ils peuvent venir faire des dessins de la bête du Gévaudan et nous les donner, après nous on les expose. Et à chaque fois que quelqu'un nous donne leur avis, on note, on en prend en compte, ça fait évoluer le musée parce qu'il appartient à tout le monde en fait maintenant. Et même les enfants adorent venir. Ah ici. Ouais, les enfants adorent. Il y a le petit coin café ce matin. On était tout seul dans le musée, donc il y a un petit coin avec 2-3 tables et tout. J'ai pris un café évidemment. J'ai rincé mes tasses, j'ai lavé. Et ben même comme à la maison. Écoute, oui exactement. Même le linge, c'est marrant. Les 2 petits linges pour essuyer les tasses. Tu sais, c'est pas des torchons moches. Même ça, c'est beau. Eh ben vraiment. Hein. Et puis, non, c'est vrai. Quand on rentre dans ce musée, mais c'est pas des détails. Hein, c'est vachement important. C'est ce qu'on ressent et ce qu'on sent avec le nez. Et quand on rentre ici, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent pas le vieux musée enfermé, quoi. Bon, bah c'est tout. Je m'en vais. Maintenant. On reprend la déesse jaune. Hein. On replie, a un peu de route. On a un peu de route là. On a combien? On a 2 heures de route, je pense. 2 heures de route. 2 heures de route. Ouais. Ouais, mais on descend à 80, nous, avec la vieille déesse quand même. Ah, on s'éloigne un peu du centre de la France. Ah, elle me fait signe que ça tourne avec la main. Mais c'est pas grave, on va aller doucement. Bon, merci infiniment.